Polo a trompé Sophie. Cette année, au réveillon chez des amis. À 3h du mat, il était super bourré. Ils ont pas mis la couillette. Et lui... Ou autrement... Lui, il a fini par mettre la couillette. Lui, il a mis la couillette avec la belle-sœur de son pote. Oh, J'avais putain. l'impression que vous étiez plus élégant quand même, Calmos. La belle-sœur. Bonjour à tous et bienvenue dans Calmos le podcast. Je suis Hugo Alexandre et j'ai le plaisir de retrouver comme tous les 15 jours mon acolyte de Calmos, David Honora. C'est moi. Salut, ça va bien? Ouais. Et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir un nouvel invité qui se nomme Julien Dupuis. C'est Salut, mon nom. Julien. C'est ton nom. Et donc pour te présenter brièvement, donc, tu es journaliste cinéma, tu es membre fondateur de l'équipe de Capture Mag. Donc non seulement un magazine mais aussi une chaîne YouTube, un certain nombre de podcasts, beaucoup de choses, des MOOC aussi régulièrement. Ouais, c'est ça. D'abord des podcasts, ensuite une chaîne YouTube et puis ensuite des MOOC actuellement, dont un consacré entièrement à Tony Scott, conçu notamment grâce à des proches en fait de Tony Scott, Ouais. qui ont ouvert les portes en fait à Stéphane Moïsakis, parce que c'est surtout lui qui s'en est occupé et du coup il y a un casting absolument ahurissant. Il n'y a pas d'équivalent, je pense, au monde sur ce bouquin-là. Et toi, plus personnellement, tu réalises aussi des documentaires Ouais. pour la C'est télévision. mon actu principal. Ouais. Il y en a un nouveau qui sort bientôt, je Ouais, crois. j'en fais un qui sortira fin décembre. Alors, j'ai pas la date au moment où on enregistre encore, mais on est en plein en train de le fabriquer, qui est un doc que je porte depuis très longtemps, que je co-réalise avec mon collègue et néanmoins ami Jérémy Fauchou, et qui est consacré au studio Carolco, qui a pris naissance avec la saga des Rambo, mais qui, à la fin des années 80, et nous, c'est vraiment la période sur laquelle on va se focaliser, de la fin des années 80, a grimpé un truc de fou, a fait Terminator 2, Basic Instinct, enfin, tous ces films-là, avait des projets complètement délirants et s'est effondré, en fait, quasiment du jour au lendemain, si vous voulez. Ok. Alors qu'ils avaient en développement Spider-Man de James Cameron, peut-être aussi Titanic, Independence Day de Roland Emmerich et Dean Devlin, enfin, tout un tas de trucs, quoi. Et voilà, ils auraient réussi à résister un peu à Carolco, la face d'Hollywood, on aurait été changé. Donc, Ok, bah, beau teasing, c'est un beau du rêve. Ça donne envie, ouais. Alors aujourd'hui, on va être assez loin de Terminator 2, Mad Max, etc. Et d'ailleurs, pour entrer dans le vif du sujet, avant d'en dire un peu plus sur le film dont on va parler, j'ai envie de te poser une première question. Quels sont tes rapports en général avec la comédie française ou les comédies françaises? Alors moi j'adore, déjà je vais vous faire aussi de la promo, enfin vous n'avez pas besoin de promo, mais en tout cas vous féliciter, parce que moi j'adore Rigolo, je trouve ça génial. Merci. Quoi. Et je l'avais dit, je crois, à David dès le premier épisode. Donc comme ça là je vous ai fait des Merci, compliments, je crois que merci. vous en faites content plus tard. Mais non voilà. Après moi mon rapport à la comédie française il est un peu particulier vis-à-vis de comparé à ma génération ou même aux générations qui ont suivi, parce que moi j'ai grandi dans une maison, je le dis plein de fois ça, mais où il n'y avait pas de télévision. J'avais D'accord. pas d'électricité, j'avais pas de télévision là où j'ai grandi, et du coup en fait tout ce cérémonial du film du dimanche soir, parce que la comédie française est souvent liée à ça, hein. Moi j'en ai été complètement coupé. Donc pour vous donner un exemple qui sera peut-être éloquent, La Grande Vadrouille, moi je l'ai découvert en DVD, voilà. Je l'ai Ok, découvert en d'accord. DVD en 2003, 2004, quoi, vous voyez. Mais tu aimes la comédie parce que j'observe que tu as un t-shirt Mort Cowbell, Ah, il y a une le ref. fameux sketch du Saturday Night Live. Non, mais j'adore ça. Ouais, non, mais ça, c'est Joe, par exemple, avec De Funès. Moi, c'est un de mes films préférés de tous les temps. C'est Ok. absolument génial. J'adore le travail de Hazanavicius, vous, le numéro que vous aviez fait de Rigolo sur ASS. Voilà, et c'est des films que j'ai poncé, vu et revu. Et ça, Même du le coup, sur premier les films qui Visiteur, sont en fait. sortis plus tard. Ah, mais les visiteurs quand même. Ouais, aussi. Les Visiteurs, Ouais. je l'ai vu en salle, tu vois. Pour le Ouais. coup, je suis assez vieux pour ça. Et j'y allais aussi parce que il y avait des effets spéciaux. Et en fait, Ouais. c'était une époque Oui. où il y avait la France, on savait en fait que techniquement, on était en capacité de faire ça. Ouais. Mais le marché du cinéma, en tout cas, empêchait en fait l'exploitation de tous ces talents-là. Et pour le coup, Jean-Marie Poiré, pour qui j'ai une grande affection, Ouais. voilà, j'aime beaucoup Les Anges Gardiens, par exemple. Ok. Mais voilà, et Ça, Poiré, c'est en un fait, statement. non, mais voilà. mais voilà, le film exploitait ça. Il exploitait des talents comme Jean-Marie Vives qui faisait les matte painting, Gastino qui faisait les effets spéciaux et tout de maquillage. Et ça, c'était relativement neuf, quoi, tu vois, Ouais. pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai écrit à Mad Movies, moi, dans le magazine, mais avant, j'avais déjà été publié dans une lettre courrier des lecteurs où je me plaignais qu'ils traitent pas assez bien, notamment les visiteurs. Alors, la lettre avait été coupée. Ok. Mais tu vois, voilà, donc j'ai ça aussi comme rapport à la comédie française. Merci d'avoir œuvré pour réhabiliter les visiteurs. C'est vrai. D'un point de vue technique. Oh, ok. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film que tu n'as pas vu, puisque Non. c'est le principe du podcast. On raconte à nos invités un film
qu'ils n'ont pas vu de A à Z. Ouais. Le film d'aujourd'hui, c'est Camping de Fabien Antoniente. Donc, je te pose cette première question. Qu'est-ce que tu sais de ce film? Qu'est-ce que je sais? Pas grand-chose. Je sais qu'on n'attend pas Patrick parce que j'étais déjà à Paris quand il y avait le 2, je crois qu'il était... Il y en a 2 des campings, non? Il y en a 3 même, il y en a 3. Et bref, je me souviens quand il y avait le 2, il y avait des affiches teaser avec Dubosc, donc je sais qu'il y a Dubosc aussi dans le film. Je crois même que c'est le film qu'il a un peu starifié, non? Il avait pas vraiment son statut-là. Au cinéma, ouais. Et donc je me souviens qu'il y avait cette accroche, on n'attend pas Patrick, qui me faisait rire avec Stéphane Moussekis, mon collègue de Capture, mon ami et collègue de Capture. En fait, ça nous a un peu halluciné. Je me souviens d'une discussion, on s'est dit, mais c'est drôle ça, c'est quoi le gag en fait? Quand t'as pas vu le film, en fait, c'est complètement abscon ce truc, quoi. Donc je me souviens de ça. Et je me souviens aussi que j'avais vu alors c'est pas tout à fait camping, mais ça y rapproche, j'avais vu une conférence sur les effets spéciaux un film qu'il a fait sur une boîte de nuit, le Disco. Disco, c'est ça, voilà. Et sur les effets spéciaux, tu vois, encore, on y revient de Disco. Et alors c'était hallucinant de voir la quantité de travail qu'il y avait sur ce film en termes d'effets spéciaux. Déjà, c'est le premier truc. Un peu gâché, je pense. Ah oui, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais voilà. Et l'autre truc, c'est que Antoniente, j'avais découvert à ce moment-là que Antoniente est un mec qui travaille énormément sa mise en scène. Apparemment, il storyboard tous ses films, l'intégralité de ses films. Wow. Et de ce que je connaissais de camping, par exemple, j'étais un peu étonné. Pour le coup, j'apprends là cette histoire du storyboarding chez Antoniente, mais dans la moyenne des comédies françaises, il y a un peu de mise en scène quand même. Toi, David, d'ailleurs, Camping, quel est ton... Toi, tu l'as vu? Ouais, moi, alors j'arrive plus à me rappeler si je l'ai vu au cinéma ou pas. Mais moi, je pense que je l'ai vu plusieurs fois, au moins 2 fois. Et je suis assez curieux de voir si je vais être surpris de certaines choses. Enfin, s'il y a des choses que j'ai oubliées, parce que je pense que je l'ai bien en tête. Hein. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, l'intrigue est pas... extrêmement élaboré, donc je pense je sais que c'est un truc à la Bourdieu, non, c'est un truc de Luc Desclés, ça. Mais il y a un peu de ça, et en fait, c'est vrai que même visuellement, j'ai plutôt des plans en tête. Et aussi, dernière info, j'ai été en pèlerinage une fois où je passais pas loin de la dune du Pilat. Et je suis passé devant le camping des Flots Bleus avant qu'il y ait le gros incendie. Okay. Et en fait, devant le camping, ils ont installé une silhouette de Franck Dubosc dans laquelle tu peux mettre ta tête. Et donc, j'ai fait une photo. T'as mis ta tête? Oui. Ok. De moi. On peut la voir. En slip, je pense qu'on peut retrouver, j'essaierai de retrouver, de mettre dans le montage. En slip. Ok. Voilà. Bon, donc, t'apprécies plutôt ce film. Et moi, revu moi, sur mon rapport à Antoniente, alors je pense que j'ai pas tout vu parce qu'après, il a fait les suites, les Jet Set 2, les machins, et les suites de camping sont horribles. Mais j'ai plutôt un bon souvenir de camping. Enfin, je trouve que c'est plutôt un bon film, en particulier grâce à la prestation de Dubosc qui est très marrant dedans. Ouais. Et dernier truc sur Antoniente, il y a un de ses tout premiers films qui s'appelle Grève Party avec Bruno Solo que je trouve vraiment pas mal. Ok, ouais, je l'ai vu aussi. Ouais, c'est un film, voilà. Et c'est quelqu'un qui tourne encore parce que j'ai l'impression qu'il est. Ouais, alors il y a des trucs dans ces trucs récents. Il y a Turf que j'ai pas vu qui paraît être catastrophique. Ah oui, ça me dit quelque chose. Il a fait le biopic de Laurent Fignon aussi pour France Télévisions. C'était une phrase que j'avais envie de dire. Et il a fait un téléfilm aussi avec Didier Bourdon sur une histoire de vegan. Enfin, un truc qui est moins bien que Camping parce que effectivement, moi, c'est un film que j'aime bien. Et j'aime beaucoup me le vendre alors. J'aime beaucoup le Franck Dubosc de cette époque-là. Oui. C'est son premier grand rôle au cinéma en fait. Et donc c'est un film qu'il a coécrit avec Antoniente. C'est un peu son bébé à lui parce qu'il avait envie de parler du camping parce que c'est toute son enfance. Mais en fait là je vais raconter l'histoire. Il va manquer l'interprétation de Franck Dubosc. Je vais s'imaginer. Je vais essayer de faire honneur, mais bon, je préviens tout de suite qu'il va manquer et non seulement Franck Dubosc, et aussi tous les autres acteurs et actrices du film qui sont des bons acteurs, je trouve. C'est un film choral avec un casting assez touffu. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on se lance dans cette histoire? On est prêt. Le film commence sur un gros plan, sur un aquarium. Est-ce que tu te souvenais de ça? Non, je ne me rappelle pas du plan d'ouverture. Ouais. Un aquarium avec des poissons en plastique dedans. Okay. Donc un faux aquarium. Un faux aquarium. On cut sur un plan extérieur nuit sur Antoine Duléry, affairé derrière sa voiture, coiffé d'un bob, et il a aussi une belle moustache. Ouais. Il a son bob de nuit, il est en train de charger des bagages sur son toit. Et il prononce la première réplique du film, il dit « Chérie, t'as refermé les poissons ?» Et on a en contre-champ Mathilde Seigné qui va éteindre l'aquarium. Elle ressort et elle dit à Antoine Duléry avec un air un peu énervé « Ils sont fermés tes poissons. »
Le couple démarre la voiture qui tracte une caravane. Et on a un plan large sur l'endroit qu'ils sont en train de quitter. C'est une boutique sur laquelle il y a un écriteau. C'est écrit « La droguerie Gatineau sera fermée pendant les vacances ». Un sous-titre précise qu'on se trouve à Nantes à minuit 30. On a donc affaire à Polo et Sophie Gatineau, droguistes à Nantes. Les 2 premiers personnages du film. Alors, il faut que je me souvienne des noms. C'est la grosse angoisse quand j'écoute vos podcasts. Je dis moi, j'ai pas la mémoire des noms, donc il faut que je redirai qui sont les acteurs. N'hésitez pas si à un moment donné c'est pas clair, parce qu'en plus c'est un film choral, donc il y a pas mal de personnages. Donc le départ en vacances nocturnes de Polo et Sophie. Oui, c'est le truc de faire la route la nuit pour qu'il y ait moins de monde. Pour pas avoir de bouchons, ouais. Exactement. Pendant ce temps, un autre personnage est également sur le départ, ailleurs, dans un autre endroit. C'est toujours la nuit. Ce personnage est joué par Claude Brasseur. Qui est en train de vérifier que tous ses clignotants marchent bien, pendant que sa femme l'attend dans la voiture. Sa femme est incarnée par Mylène de Mongeau. D'accord. Actrice de Fantomas, notamment, bien à sûr. l'époque. Claude Brasseur fixe la caravane à la voiture et ils partent à leur tour. Nouveau sous-titre, on est à Melun à 5h30 du matin. C'est un film choral, alors. C'est un film choral. On a une nouvelle séquence, cette fois-ci on est de jour, dans un cabinet de chirurgie esthétique. Le chirurgien, c'est Gérard Lanvin. Il est en train de terminer son dernier rendez-vous de la journée. Le casque me revient en tête. À mesure ça se trouve, je me suis, au bout de 2 minutes, je vais me dire, mais je l'ai vu en fait. Tu l'as vu. Non. Donc la secrétaire du chirurgien, qui est incarnée par Gérard Lanvin, lui indique que sa femme a appelé 5 fois et que sa fille l'attend depuis 1 heure. Donc il se dépêche de sortir du cabinet. Malheureusement, dans le couloir, il y a une cliente qui l'attend pour lui dire qu'elle a un problème avec le volume de sa poitrine. Ouais. Et donc, comme dans toute comédie française du XXe siècle qui se respecte, il y a une meuf qui monte ses seins. Et donc, c'est la cliente qui monte ses seins en lui disant voilà, j'ai un problème. Donc, il tâte les seins et il dit que sa poitrine est très bien, que ce ne serait pas raisonnable d'aller plus loin. La cliente insiste et Gérard sort un proverbe un peu énigmatique pour conclure la discussion. Il dit « Un bossu, vous lui enlevez les bras et les jambes, ça fait une madeleine. » Quoi ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce proverbe ? Parce que moi, j'ai toujours pas très bien compris. Non, pas de. C'est un truc de cannibale. Je sais pas. Mais j'en sais rien, c'est très bizarre. Mais pourquoi il lui dit ça à elle ? En fait, il y a beaucoup de répliques un peu philosophiques. Comme on n'attend pas Patrick, ouais. Ah non, ça c'est pas philosophique. Ouais. Non, c'est surtout Gérard Lanvin qui prononce des phrases comme ça. Et je sais que Gérard Lanvin, il a un carnet où il note plein de répliques qu'il a, et des fois il les balance dans les films. D'accord. Il va y en avoir quelques-unes comme ça dans le film. D'accord. Donc à celle-là, je vous laisserai méditer là-dessus. S'il y a des interprétations, des exégèses en commentaire, n'hésitez pas. Donc il se débarrasse de cette cliente et on le voit circuler dans Paris dans une très très belle voiture. Ouais. Il s'arrête dans un quartier assez cossu, c'est vers les Invalides. D'accord. Et sa fille descend d'un immeuble. C'est une ado de 14-15 ans. Elle est un peu vénère, ça fait 1 heure qu'elle l'attend, rappelons-le. Et il lui dit que pour lui offrir les vacances de luxe qui vont se payer dans un palace à Marbella, il a besoin de travailler, et travailler, ça prend du temps. La fille lui demande ce que c'est que cette nouvelle voiture. Il dit « C'est la voiture de James Bond, je viens de l'acheter, il y avait une vente aux enchères à Londres, j'ai pas pu résister. » Oui, donc il a une certaine... il a les moyens, quoi. Il a de quoi, et puis il se fait des petits plaisirs de temps en temps. Et c'est quoi comme voiture de James Bond, du coup ? C'est une Aston Martin. Ouais, c'est l'Aston Martin. Ah oui, d'accord. C'est l'Aston Martin classique. On retrouve les Gatineau. Donc les Gatineau, c'est les droguistes à Nantes, Polo et Sophie, Antoine Duléry et Mathilde Seigné, qui sont coincés au péage. Ah, les pauvres, ils sont partis de nuit. Ouais, mais bon, c'est le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Derrière, on découvre qu'ils ont 2 enfants. Donc il y a une ado et un petit garçon plus jeune, 7-8 ans, je dirais. Et les 2 parents commencent à s'engueuler un peu. Et Polo, notamment, reproche à Sophie d'avoir trop pris son temps le matin. Et elle le remballe un peu vertement, comme sait le faire Mathilde Seigné. Je vois. Pour le coup, je visualise bien. Voilà. On a là-dessus un plan sur le globe terrestre en train de tourner. Et un travelling avant supersonique, effet spécial, qui nous mène tout droit vers... Attends, le globe terrestre, t'es dans l'espace ? Ouais, t'es dans l'espace. Dans le camping ? Le cut du péage, globe terrestre. C'est incroyable. Mais ce film est incroyable. Mais il faut que je le voie. Et donc, zoom avant, travelling avant vers la Gironde, et plus précisément à Arcachon. En plan séquence, comme dans les banlieusards de Joe Dante. C'est très très rapide quand même. Ah ouais, d'accord. C'est pas contact. D'accord, ok. Ça dure une demi-seconde. En tout cas, ce travelling mène au camping des Flots Bleus à Arcachon. Pourquoi il sert à quoi le plan ? C'est pour peut-être
Est-ce que si tu es dans l'espace, mais c'est très bizarre, non? Il y a une sorte de... Pour moi, le feeling que tu as à ce moment-là, c'est le camping des Flots Bleus est le centre de la Terre, quoi. De l'univers, là, de carrément. l'univers même. Ouais. C'est ça. En fait, c'est ouais. C'est vrai. Peut-être aussi que les gens qu'on va voir dans ce film, c'est un peu des représentants de l'humanité au sens large. Ah, d'accord. Je pense qu'on peut faire plein d'interprétations sur le choix de ce plan. En tout cas, on est au camping des Flots Bleus et on voit arriver une voiture avec une caravane. C'est Claude Brasseur et Mylène de Mongeau qui sont en train d'arriver. Ils ont bien roulé. Ils ont bien roulé et d'ailleurs, Brasseur sort sa montre avec son chronomètre. Il est tout fier de lui. Il dit 9h17, mieux que l'année dernière. Et encore, on a eu des camions à l'entrée d'Angoulême. Wow. Donc, ça, pour moi, ça, c'est une réplique qui me régale. Là, oui, déjà, je suis bien. C'est le genre de réplique que j'aime bien. Alors pourquoi? C'est le côté quotidien, le côté... Il y a le côté... déjà, il y a, dans l'écriture de la réplique, il y a de la sonorité, il y a des trucs... Enfin, c'est bien écrit. On a eu les camions à l'entrée d'Angoulême. C'est peut-être un Alexandre. En fait, ça en dit beaucoup sur le personnage. C'est-à-dire que tu comprends en fait qu'ils y vont tous les ans. C'est un putain d'Alexandre, en fait, je viens de compter. Ouais. Et on a eu les camions à l'entrée d'Angoulême. Effectivement, ça donne plein d'infos sur le personnage. Il y va tous les ans. Ouais. Il a un côté un peu obsessionnel aussi. Enfin, d'être au point de chronométrer. Ouais. Enfin, en fait, ça transpire le vécu, quoi. Il y a un truc... Ouais. Et d'ailleurs, il sort de la voiture, il chausse ses tongs, évidemment, parce que ça y est, il est au camping. Il embrasse tout le monde. Donc, on comprend que... Qui connaît tout le monde. C'est le roi du camping. Tout le monde l'appelle par son prénom, c'est Jackie. D'accord. Et Jackie répète à tout le monde qu'il a fait 9h17, mieux que l'année dernière. Et encore, on a eu les camions à l'entrée d'Angoulême. Il dit ça plusieurs fois. Il me semble qu'il a une casquette Ferrari, non? Oui, c'est exact. Wow. Ouais. C'est un pilote, par ailleurs. Et donc, Jackie arrive à l'accueil. Il se présente à l'hôtesse, qui visiblement est une nouvelle, parce qu'il ne la connaît pas. Et la nouvelle l'informe qu'il y a aussi un nouveau système informatique. Et il se trouve que cette année, le logiciel a affecté Jackie à un nouvel emplacement. Ah là 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 là. Oh là là. Il n'est plus du drame. Tu crois pas si bien. Bah ouais. Il n'est plus au 17, mais au 18. Putain. Jackie est furieux. Il dit que ça fait 30 ans qu'il est au 17. Mais l'hôtesse lui dit que cette année, il y a des Hollandais au 17. Voilà, c'est comme ça. En plus. Ils lui ont collé des Hollandais sur son emplacement. Il cumule. Jackie dit non, il n'en est pas question. L'emplacement 17, c'est notre emplacement. Ouais. Il y a même un arbre sur lequel lui et sa femme ont gravé un cœur avec leurs initiales le 17 août 1975. Donc l'hôtesse, elle répond qu'elle peut rien faire. C'est l'informatique, c'est comme ça. Jackie sort de l'accueil et il dit à Laurette, qui est sa femme, j'ai oublié de dire son prénom, il lui dit « Remballe tout, on rentre à Melun ». Waouh. En fait, il y a une petite ellipse et en fait, on retrouve Jackie et Laurette à l'emplacement 18. Visiblement, Laurette a réussi à lui faire entendre raison. En tout cas, on les voit à l'emplacement 18 et on voit l'emplacement 17 en face avec effectivement un couple de Hollandais d'une quarantaine d'années. Alors, comment tu vois que ce sont des Hollandais? Comment ils les caractérisent visuellement? Il y a de la chaussette, un blond assez grand avec des chaussettes et des mules. D'accord, ok. La femme est enceinte aussi. Bon, c'est pas réservé aux Hollandais, mais je fais la précision. Ils se reproduisent à une vitesse. C'est un truc de dingue. Bon, Jackie prévient quand même. Il dit, je mets pas le haut vent parce qu'à partir de demain, on se remet en face. Donc ça, voilà, il y a quand même il y a de la rébellion, quoi. Ça va pas se passer comme ça. Bah non, je mets pas le haut vent. Et là, on entend un klaxon et on voit arriver les Gatineaux en voiture. Et Polo au volant salue Jackie et Laurette. Et évidemment, il est interloqué que Jackie soit pas au 17. Bah ouais, bien sûr. Donc on a un cut. On le sera moins. On est un peu plus tard à l'emplacement 18, du coup. Et il y a donc Jackie, Laurette, Sophie et Polo. Sans le haut vent. Sans le haut vent. D'accord. Mais ils ont installé la table quand même. Ah, d'accord. Devant la caravane, c'est l'heure de l'apéro. D'accord. Et ils boivent quoi? Justement, Jackie est en train de servir des verres de pastis. Ah ouais, bien sûr. Et Polo le regarde faire et il est super étonné. Il lui pose une question, il lui dit « Tu t'es mis à la couillette ?» J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que c'est une couillette? Mais non, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est la couillette? Attends, c'est quoi ça déjà? Tu t'es mis à la couillette? Bon, je pense qu'il n'y a rien de sexuel, quoi. Non, pas dans une comédie française du dimanche soir, je pense pas. C'est l'occasion de vous demander est-ce que vous avez déjà fait du camping en fait. Ouais, moi j'en ai fait quand j'étais petit avec mes parents. C'est des bons souvenirs? Oui, mais c'était pas comme ça, c'était pas avec une caravane, c'était avec des tentes et tout quoi. Mais oui, j'ai des bons souvenirs, j'ai des souvenirs affreux, mais j'ai des souvenirs super quoi. WC collectif? Ouais, bah la dernière fois que j'en ai fait, j'étais ado, c'était avec des potes et à l'île de Ré en plein mois d'août, c'était infernal quoi. Et puis affreux aussi parce qu'avec mes parents on était allés en Écosse l'été, très mauvaise idée, le camping en Écosse. Et j'ai un souvenir en fait d'un matin où tu te lèves et puis t'as ton
le matelas pneumatique sur lequel tu dors qui flotte. Parce que le sol, en fait, de la tente était percé par des cailloux en Turquie. Enfin bref. Et voilà. Et donc, peut-être te reconnaître dans des scènes de camping. Tu vois. Non, mais après, ouais. Alors, qu'est-ce que la couillette? Moi, c'est ça, en fait. C'est quoi? C'est un pâté. Non. C'est un pâté avec des rognons. En fait, c'est une manière de servir le pastis. Ouais. C'est un outil dont on se sert pour servir des boissons alcoolisées. Ah, c'est le doseur, là? C'est le petit bouchon doseur en forme de boule qu'on met sur les bouteilles pour servir des alcools forts. C'est très daté, en fait, tout ça, quand même, en fait. Sur plein de trucs de ce que tu dis, je trouve c'est des souvenirs, quand même, de jeunesse du Bosque. Donc, il y a peut-être des trucs... Après, la couillette, je pense qu'on s'en servait quand même encore en 2006. Encore, peut-être. Bah, ça existe dans les bars encore, ils ont toujours ça. Oui. Mais en fait, c'est un certain niveau de sophistication. Enfin, faut vraiment être un artisan de l'apéro, finalement, pour avoir fait le choix. Non, alors Jackie explique pourquoi il utilise la couillette. Il répond qu'il essaie de maîtriser la consommation. Parce que l'an dernier, ils ont tapé 30 bouteilles en 15 jours. Il précise, c'est 25% du budget vacances. Donc, c'est trop. Donc, c'est pas pour la santé? Non, c'est pour le budget. C'est peut-être pour le budget, ouais. T'en as fait, toi, du camping, Hugo? Moi, j'en ai pas fait, non. Non. Moi, un peu en tente, mais pareil, j'ai jamais eu trop l'expérience, qui est l'expérience du film, du très long séjour dans le même camping, où en fait tu sociabilises avec les gens et tout ça. Non, j'ai jamais eu ça non plus. Et du coup, avec mes parents, on avait plutôt tendance à faire un peu de la route et on installait la tente dans un camping, machin. Et j'ai eu aussi l'expérience quand c'est vraiment le déluge et c'est horrible. Ouais, c'est chiant. La pluie, c'est vraiment l'ennemi du campeur. Mais peut-être qu'il y aura de la pluie. Ça pourrait être une réplique du film. Ouais. Peut-être qu'il y aura de la pluie à un moment donné. Donc la couillette, très bien. La couillette, donc voilà. Je suis très heureux, j'ai appris un autre truc. Ils sont à l'apéro, il y a la couillette, il y a le pastis. En face, il y a le Hollandais qui voit qu'ils sont à l'apéro, il leur fait un petit signe de main. Jackie l'ignore copieusement. Et au même moment, il y a un couple qui passe par là. Donc il y a un mec d'une quarantaine d'années. L'acteur, c'est Laurent Olmedo, c'est un acteur qui fait plutôt des seconds rôles, et qui est avec une fille un peu plus jeune que lui, qui est incarnée par Frédéric Bell. D'accord. Et le mec, il connaît Jackie et sa bande, et il vient les saluer. Et Jackie l'appelle le 37. Donc lui, il est au numéro 37. Ouais, c'est un mec qui vient au camping depuis 2 ans, et donc à l'emplacement 37, donc il l'appelle le 37. Et donc le 37 présente sa nouvelle copine à tout le monde. D'accord. Et il lui dit que ces gens-là, c'est le noyau dur des Flots Bleus. C'est la bande du 17. Ouais. Donc la copine... Donc du 18. Ouais. Peut-être pas pour longtemps, parce que vraiment Jackie va lutter. La copine fait la bise à tout le monde. Il y a un léger malaise parce qu'elle essaie de faire 4 bises à Jackie, alors qu'Amelin, c'est 2. Et elle essaie d'en faire 2 à Sophie, alors qu'en Loire-Atlantique, c'est 4. Le truc le plus tricky, c'est les one bees, ceux qui en font une seule. Il y en a? Ouais. Donc en fait, ça, c'est vicieux, ça. C'est dans quelle région, ça? Je crois que c'est pas les Belges, ou les Belges, c'est 3. Je sais plus. C'est les Hollandais, c'est un coup des Hollandais, c'est les Suisses, c'est 3. On est allé plusieurs fois à un festival. Ah oui, c'est vrai. En Suisse. Mais pareil, ça dépend peut-être de quel coin de Suisse. Ça dépend des cantons. Ouais. Bon, en tout cas, le malaise est vite dissipé. Bon, c'est pas très important dans l'intrigue. Il faudrait faire un guide de la bise. Ouais, ça doit exister. Ton prochain bouquin, ça doit exister certainement. Ouais. Des maps. Ouais. Donc c'est l'heure de démarrer l'apéro puisque le pastis est servi à la couillette. Okay. Jackie lève son verre et crie « Pastis par temps bleu, pastis délicieux ». Ah, c'est le cri de donc ralliement. Un alexandrin, là, une rime. Presque un haïku, quoi. C'est un truc comme ça. C'est encore un alexandrin. Ça se trouve, tout le film est en alexandrin, mais on s'en est pas rendu. Et on alexandrin. On n'attend pas Patrick, c'est de la poésie. Et bien justement, à ce moment-là, on voit arriver quelqu'un à l'arrière-plan. C'est Franck Dubosc, qu'on n'a pas encore vu en 10 minutes de film. Oui, c'est vrai. Et il balance la fameuse réplique « Alors, on n'attend pas Patrick ». Donc c'est là d'où vient cette réplique. En fait, pour l'apéro. Elle marche bien en situation quand on sait qu'on voit un film avec Franck Dubosc et qu'on ne l'a pas vu depuis 10 minutes. Donc les gens ne l'ont pas attendu pour démarrer le pastis. Et donc voilà, nouveau personnage. C'est le personnage principal. Il n'y a pas de blague en soi alors? Parce que moi j'attendais ça, moi, aujourd'hui. C'est en situation. J'attendais que vous m'expliquiez on n'attend pas Patrick. En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Mais ça fait rire les gens quand même. Oui. Déjà, il y a... Non, je pense dans le premier film, ça faisait pas spécialement rire. C'était juste, c'est le moment où Dubosc apparaît, quoi. Oui, mais il y a plusieurs choses. Il y a la jubilation de voir arriver l'acteur pour lequel tu es rentré dans la salle. Parce qu'il était suffisamment connu pour attirer les gens quand même à l'époque. Oui. Moi, je le connaissais avant. Il faisait des DVD, des cassettes, et notamment le film Camping, c'est une adaptation d'un sketch qu'il avait fait en cassette. Et il était connu pour ça. Il faisait des one-man shows et tout. Parce que moi, je l'ai découvert avec les petites annonces de Elise Moon. Il était souvent plus drôle que Elise Moon. Je me souviens de ça, quoi. Donc, après, j'ai eu du mal. Donc déjà, ça, t'es bien mis en condition parce qu'il y a une sorte de jubilation, il arrive dans le film.
Ensuite, il y a sa dégaine parce qu'il est en moule beat. Ouais. Marcel, j'ai oublié de préciser. Donc déjà ça. Et après, il y a la sonorité, le Papatrick qui est marrant. Et le delivery, où il le dit de manière avec sa gueule de con. Et c'est mais on n'attend pas. C'est étonnant parce que dans la mise en scène, il y a une musique assez mélancolique qui démarre tout de suite après. Alors, on n'attend pas Patrick. Et il y a un cut tout de suite après la réplique. Et en fait, on est dans une scène où ils se dirigent tous à la plage avec cette musique mélancolique derrière. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est une scène qui est conçue pour générer une réplique culte, quoi. C'est plus un truc. Après, je pense que ça, c'est. Mais ça l'est devenu, quoi. Ouais. C'est ça que je comprends pas, quoi. Tu vois, c'est que ça l'est devenu indéniablement. Qu'est-ce qui est drôle dans une réplique culte ? Est-ce que c'est la scène ? Est-ce que c'est la delivery ? Est-ce que c'est le costume, est-ce que c'est le costume, le costume, c'est vrai. Ouais, d'accord, ok. Donc ils se rendent tous à la plage. La bande du 17 va à la plage et Patrick est en train de dire qu'il vient de vivre une année très difficile. Licenciement, retrait de permis d'1 mois et pour rien arranger, il a eu un herpès qu'il a tenu jusqu'à mars. Il dit heureusement, le pauvre, je compatis. Heureusement que Sylvie était là, elle m'a bien soutenu, ma petite femme. Il dit. D'accord. Et Sophie, Mathilde Seigné, rebondit en disant que c'est quand même bizarre qu'elle soit pas là, Sylvie. Ils ont divorcé, mais il le dit pas, il ose pas. En fait, Patrick, il a déjà... Mais tu vas l'apprendre à la fin quand le personnage... Enfin, bref. Il y a eu une ellipse et Patrick a déjà expliqué la situation, mais il redit que Sylvie arrive dans 10 jours. Elle est à Clermont pour que leur fille aille voir sa mamie. Et Sophie, je dis qu'il y a Anguille sur roche. Alors justement, je mets un jeton là-dessus. Il y a Anguille sur roche. Team Mathilde Seigné, parce qu'elle est d'accord avec toi. Merde, non. Elle insiste, elle dit non mais d'habitude la mamie c'est en septembre. Et là Patrick il s'énerve, il dit non mais cette fois-ci c'est en août et c'est tout. Il n'a pas envie de continuer. Tout le monde s'installe sur la plage. Patrick a amené un énorme bouquin. C'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. D'accord. Et il explique qu'il s'est mis à la lecture parce que Sylvie voudrait qu'il évolue un peu. Du coup, il a décidé Il y a Anguille sur roche. Ça, c'est sûr. Je le dis. Il y a peut-être Anguille. Donc, il lit. Il lit pas. Et c'est le seul les autres lisent pas trop. Non. En fait, là... Il y a du mot croisé. Dis-moi qu'il y a du mot croisé, go. Pour l'instant, non. Ah ouais. Pour l'instant, tout le monde se jette à l'eau parce qu'il y a quand même ça fait 1 an que tout le monde ne s'est pas baigné, donc ils attendent ça depuis 1 an. D'accord. Donc tout le monde se jette à l'eau. Je comprends. Et c'est la fin de la séquence. Voilà, c'était une petite scène. Sur une musique mélancolique. Je ne sais pas s'il y a encore la musique mélancolique à ce moment-là, mais oui, une musique entraînante. D'accord. Voilà. Ensuite, on est toujours sur la plage un peu plus tard. Polo et Patrick, donc Duléry et Dubosc, jouent au beach volley avec des gens qu'on ne connaît pas. Ils sont en équipe. Et là, Patrick, il engueule Polo parce qu'il joue super mal. Et il lui dit, si on joue comme ça contre les nudistes, ils vont nous refoutre une déculottée. Donc c'est drôle. Un autre... ça te fait rire. Je sais pas, un autre type de réplique. Pour moi, c'est un mot d'auteur. Oui, parce que nudiste déculotté, bah oui. On est plus dans le mot d'auteur pour le coup. Ouais, ça marche sans que Polo s'excuse, mais il a pas l'air dans son assiette en fait. Patrick voit qu'il y a un truc qui va pas avec Polo. Il lui demande ce qu'il a. Et Polo, il est perturbé parce qu'il a trompé Sophie. Alors, il y a beaucoup de drama quand même. Ouais. Ça va être ça tout le film. On est à 20 minutes, 25 minutes du film. Là, il y a du drama à caisse. Tous les dramas sont installés au début du film. Et, ils vont se résoudre. Donc, il y a adultère, il y a probablement divorce latent caché. Il y a remplacement dérobé par l'étranger, le grand remplacement. Il y a Hollande. Et puis Lanvin n'est pas encore arrivé, donc j'imagine que ça va encore faire du bazar là-dedans. Ouais. Ça fait beaucoup de plots. Hein. En tout cas, Polo a trompé Sophie cette année au réveillon chez des amis. Elle était malade. Il y allait tout seul. À 3h du mat, il était super bourré. Ils ont pas mis la couillette. Et lui... Ou autrement... Lui, il a fini par mettre la couillette. Lui, il a mis la couillette avec la belle-sœur de son pote. J'avais l'impression que vous étiez plus élégant quand même, Calmos. La belle-sœur. Qui s'appelle Bunny. Ah, donc avec la sœur de ça. Ah, d'accord. La belle-sœur de son pote, qui s'appelle Bunny. Qui était là au réveillon. Donc il résume la situation, il dit la boulette. Il dit à Patrick qu'il a envie de tout dire à Sophie. Il en a marre de vivre dans le mensonge. Patrick, lui, il lui dit « N'avoue jamais, jamais ». Donc, ça sent le vécu. Ouais, c'est son conseil. Le vécu, tu veux dire chez Dubosc ?
Non, le personnage, c'est Patrick. Le personnage, ouais. Puisque comme il a l'air d'être en conflit avec sa femme. Ouais, il lui dit... Après, sans m'immiscer dans la vie de Franck Dubosc, ça sent certainement vécu aussi. Mais bon. C'est possible. On va pas se prononcer. Non, nous, on ne suppose de rien, voilà. En fait, il lui dit que le principal, c'est qu'il regrette. Donc que c'est un mec bien. Donc c'est l'argument de Patrick. Ah, enfin, ça... Et il conclut en disant « All is all right ». Parce que Patrick, il aime bien parler anglais. J'avais oublié cette aspect. Plusieurs fois dans le film, il dit des trucs en anglais. All is all right. D'accord. Ok. Pendant ce temps, on retrouve Sophie sur la plage avec Laurette, donc Mylène de Mongeau, et la copine du 37, Frédéric Bell, qui s'appelle Christy. D'accord. Donc je name drop un peu, mais il y aura moins de prénoms là. On a quand même... Non, mais je suis perdu, laisse tomber, c'est pas grave. On a tout le monde, Sophie / Mathilde Seigné se plaint qu'elle et Polo, donc Antoine Duléry, n'ont pas fait l'amour depuis 6 mois. Ah là 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 là, ouais. Le drama continue. Ça, c'est très compliqué. Et Laurette la rassure, elle lui dit « Ça va s'arranger, les vacances, c'est fait pour ça. » C'est pas faux. Mais voilà, elle conclut quand même, elle dit « Tu connais mon caractère. Il va falloir que ça bouge pendant les vacances et vite. » Donc elle a quand même... c'est peut-être pour ça qu'elle est tendue aussi. Elle perd patience. Ouais. C'est peut-être aussi ça qui fait que... Tout le monde est tendu là. Ça énerve. Donc tout le monde est tendu au camping. Mais Gérard Lanvin, sur la route, avec sa fille, dans la voiture de James Bond, ils sont très contents parce qu'ils partent à Marbella. Ils sont sur une départementale dans le sud. D'accord. Sa voiture commence à cahoter un petit peu sur la départementale. Et évidemment, il tombe en panne d'essence. Ça serait jamais arrivé à James Bond. C'est pas d'essence en fait. Non, c'est une panne. Et où est-ce qu'il va s'arrêter? Évidemment. Au camping des Flots Bleus. Il va s'arrêter au bord du camping des Flots Bleus. D'accord. Pile au moment où la bande du 17 est en train de revenir de la plage. Donc ils viennent voir Gérard pour savoir ce qui lui arrive avec sa voiture. Il est en train d'appeler son assurance au téléphone et on lui dit au téléphone de confier sa voiture au garage Mendes. Voilà, donc on lui donne une adresse. Malheureusement, on est dimanche, donc le garage est fermé. Donc Gérard est dépité. Mais la bande du 17 lui propose de pousser sa voiture jusqu'à l'entrée du camping. Donc ils sont tous à pousser sa voiture jusqu'à... D'accord. C'est l'esprit d'entraide. L'esprit d'entraide, voilà. Est-ce qu'ils vont lui proposer de boire une couillette? Exactement. Ils arrivent à l'entrée du camping et il y a Jackie qui est là et qui lui propose de prendre l'apéro. Mais évidemment, Gérard, il n'a pas du tout envie de prendre l'apéro au camping. Donc, avec le bas peuple. Ouais, exactement. D'accord. C'est bourdieuxien, t'as cité le nom tout à l'heure, mais on y est. Et Patrick lui propose à Gérard de l'emmener à l'hôtel avec sa voiture à lui. Et donc Gérard accepte. Et donc Patrick, il profite du trajet pour sympathiser avec Gérard. D'accord. Qui s'appelle en fait Michel. C'est Gérard Lanvin, mais son prénom c'est Michel. Parce que ça prend maintenant que c'est Michel. Voilà, c'est Michel. Donc maintenant, on va l'appeler Michel. D'accord. Michel Saint-Just. Je me disais, Gérard, ça fait pas chirurgien esthétique, je trouve. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est vrai, je m'attendais à... Je trouve même que Gérard Lanvin, il n'a pas une tête de Gérard, en fait. Quand il pense, ça lui va pas. Ça dépend à quelle époque. C'est-à-dire que dans les années 80, je suis d'accord, c'est pas une tête encore de Gérard. Après, en vieillissant, il est de plus en plus gérardesque. Il a à fond les ballons vers le Gérard. Et d'ailleurs, juste la voiture de Franck Dubosc, on est sur de la Renault... C'est une Renault 21. Voilà. C'est une Renault 21. Et ça, c'est une voiture de kéké. Non, pas voiture de kéké, mais c'est une voiture... C'est plus, je pense, c'est une voiture qui était déjà assez vieille en 2006. Quoi. C'est pas c'est une voiture d'occasion qu'il a dû acheter il y a quelques années. D'accord, ok. En fait, à la fois, il manque de moyens et à la fois, il veut mettre un peu des paillettes dans sa vie. Enfin, il faut... Je sais pas comment dire. C'est pas du tout C'est une berline des années 90. Ouais, voilà. Mais elle a un peu de flow, mais dans la limite de ses moyens. Quoi. D'accord, ok. Oui, il a pas beaucoup d'argent. Quoi. Contrairement à Gérard. Exactement. Qui s'appelle Michel. Et qui est pété de thunes. Et Patrick s'appelle Patrick. Ouais. Et on apprend qu'il vient de Dijon. Voilà. Okay. Ouais. Il demande à Michel s'il connaît. Michel, il connaît, mais il y est jamais allé. Et Patrick dit Dijon, tout le monde me dit ça. Tout le monde connaît Dijon, mais personne n'y passe. C'est bizarre. Ah ouais. Donc voilà, petit statement sur Dijon. Et effectivement, Clermont-Ferrand est sur la route entre Dijon et le bassin d'Arcachon. Ah. Oui, c'est là où est la femme et la fille de Patrick. Ça se trouve, sa femme est morte. Ça se trouve, elle est dans le coffre de l'Air Peut-être 21. Il y a une version hardcore de
On sait pas, je vous dis rien. Michel, au bout d'un moment, il dit ça sent, non? Ça sent. Surtout avec la chaleur et tout, tu vois. Camping of the Dead. Non, et alors, c'est vrai que Michel, il a pas l'air ravi d'être là, donc c'est peut-être une mauvaise odeur. Mais en tout cas, il s'en fout de la conversation avec Patrick. Il veut en finir au plus vite, en fait. Il a envie D'accord, je vois le personnage. Un connard de Parisien, Je voilà, il n'a vois, pas envie de bien sûr. traîner avec ces gens trop longtemps. Évidemment. Donc ils arrivent dans un hôtel qui est assez chic, Ouais. mais à l'accueil, on leur apprend que c'est complet. Ah. C'est quoi, c'est à Arcachon, du coup? C'est dans la région, Ok. ouais, Arcachon. Ouais. Ok. Et on leur C'est dit complet. c'est complet. Ah. On leur dit qu'en plein mois d'août, ça risque d'être complet partout. Bah oui. Et effectivement, on a une série de plans qui nous indiquent que tous les hôtels aux alentours sont complets. Ah là là, la tuile. C'est la tuile, la grosse Je vois tuile venir pour la Michel. solution. Ouais, bah oui. Alors, quelle est la solution? Eh ben, il va emménager, être obligé d'emménager avec Patrick au camping des Flots Bleus. Ah, avec Patrick dans la pire des configurations pour lui, mais il risque d'emménager avec. C'est exactement la pire des configurations qui va... Voilà. Sachant qu'il est avec sa fille aussi. Oui, Ah oui, c'est vrai, en il y a plus. Michel et sa fille Vanessa. Ouais. Je drop encore un Ouais. prénom. Et donc, le plan suivant, c'est Patrick, Michel et sa fille qui sont devant la tente de Patrick. Il est Une pas tente en plus, pas il a caravane, il a même pas une caravane et tout. C'est laisse une tomber. tente, mais c'est une tente luxueuse. Ouais. Ah. Et Patrick en est très fier. Il fait un peu le tour du propriétaire. Est-ce qu'il est toujours en slip? Il est toujours en slip, ouais. D'accord. Ouais, et même quand ils allaient dans les hôtels et tout, il était en slip. C'est sa tenue pour D'ailleurs, montrer son summer body. Bah, quoi. non, mais ça, c'est un truc que je voulais te dire sur On n'attend pas Patrick. C'est que pour moi, c'est un peu une introduction de super-héros, quoi. Et donc, en fait, c'est son costume de super-héros, le Moulbit et le Marcel, quoi. Donc, D'accord, ok. en fait, il a forcément que ce costume. C'est quoi. un oiseau, c'est un avion, non? Ouais, C'est Patrick. Qui d'ailleurs, Alors, qui sont en slip aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une tente luxueuse? Alors, je vais te la décrire précisément comme Patrick l'a décrit. Tente maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants, ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthylène. Et il présente le clou du spectacle, la chambre d'amis avec contre-porte moustiquaire. Et c'est dans cette chambre d'amis où Michel et sa fille vont passer la nuit. C'est leur chambre. D'accord, ok. Dire la chambre d'amis à propos d'une tente, c'est quand même très marrant. Il est effondré, Michel? Bah, de Il toute est façon, tu vois la résigné, gueule de mais, Gérard Lanvin. En fait, il fait toujours la cette- gueule, quoi. Ouais. Et donc ensuite, Patrick présente son garde-manger qui est très très bien organisé. Maquereau au vin blanc, thon à la catalane, lentilles, raviolis, petits pois, cassoulet, des BN, des 4 quarts et du benko. Ah, Très important. d'accord. Benko, c'est un truc chocolaté, non? Ouais, c'est c'est ça. du chocolat Pour le matin. pour le matin. T'imagines un peu ce qu'ils se sont ramassés en placement de produit, là? Benko, on va en reparler en plus. Donc Benko, ils ont dû peut-être mis palper, les sous. quoi. Bah, ouais. Il précise, Patrick, que sa femme arrive dans une semaine, donc il a fallu ravitailler. C'est pour ça que son garde-manger est plein. Ouais. Donc il dit à Il Michel... surcompense. Possible. Il dit à Michel qu'ils peuvent se servir autant qu'ils veulent. Ils sont ici, chez eux. Voilà. Donc autant le benko que les 4 quarts, que le thon à la catalane, c'est chez eux. Et Michel, il est toujours imperturbable, en fait, Michel, il dit merci, mais il demande où sont les douches et les toilettes. Ah ouais, aïe. Et Patrick lui dit, bah ça, faut aller au sanitaire. Ouais. C'est juste à côté du snack. Ouais. Et donc là-dessus, Patrick leur dit qu'il doit se changer. Ah. Il va Changer de abandonner son... Ouais. Il faut qu'il aille au pot de bienvenue. Donc il leur propose de venir, mais Michel, là, il est vraiment pas chaud. Il va plutôt rester trop pour lui. dans la tente, dans la chambre d'amis. Uh-huh. Donc on se retrouve au pot de bienvenue. Et la directrice du camping fait un petit discours d'accueil pour tous les campeurs. Jackie est là, il fulmine un peu, et en fait il est là surtout pour intercepter la directrice à la fin de son discours pour lui parler de l'emplacement 17. Évidemment. Le gros dossier. Et le gros dossier. Elle lui dit qu'elle n'a pas le temps de s'en occuper, mais elle va régler la situation demain à la première heure. C'est quand même un client régulier. Depuis, elle le connaît depuis des années. D'ailleurs, elle est super, je trouve, l'actrice. Je sais pas qui c'est. C'est Christine City. Ok. Elle est parfaite en directrice de camping. Ouais, elle le fait très bien. C'est vraiment... Je vois pas du tout qui c'est. Imagine dans ta tête, tu pars de rien, imagine t'es une IA. Et tu génères... J'en suis une, en quelque sorte. Tu génères une directrice de camping et c'est elle. Voilà. Okay. Patrick, lui, il est au buffet, il boit une sangria. Il commence à draguer un peu une des hôtesses du camping, mais elle lui dit très vite qu'elle a un mec. Alors qu'il attend sa femme. Oui, lui. Oui, mais voilà, dans le coffre. C'est Patrick. L'anguille sous roche est de plus en plus grosse. Là, c'est une baleine, là. On voit débarquer Polo qui est en panique. Il va voir Patrick, il dit que son nouveau colocataire a un problème au sanitaire.
Oula. Le nouveau colocataire, c'est évidemment Michel, qui a un problème, donc. Il n'a pas pensé à prendre du PQ. Ah, ça fait moins le malin, là. Le connard de Parisien. Donc, il n'y a plus de papier, t'as qu'à te lécher. J'adore. On est tous égaux face à l'absence de PQ au caca, Exactement. ça, c'est sûr que... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? T'as pas fait une question, David? Alors, de moult maintenant. Ça m'est arrivé récemment. Ma fille, qui a 4 ans maintenant, elle a eu un petit accident. Ouais. On se précipite, on va dans les toilettes d'un bar. C'est l'apocalypse, c'est une catastrophe. Je connais. Je commence à gérer un peu le truc. Et là, dans les toilettes dans lesquelles je m'étais mis avec elle, il n'y a pas de PQ. Et on était dans les toilettes du bar où il y avait deux trucs côte à côte. C'est là où ton amour en tant que père est mis à l'épreuve. Et donc là, je suis sorti un peu en panique en disant faut que j'ai une solution, machin. Ouais. Et il y avait un jeune mec dehors qui a dû voir sur mon visage la détresse et qui allait prendre du PQ dans le truc d'à côté, qui m'en a filé, machin. Et j'ai sauvé la situation comme ça, ouais. Sympa. Donc, oui, l'entraide. Toujours, on en revient à l'entraide dans ces situations-là. C'est beau. Patrick, lui, il est dans l'entraide. Il lui dit, heureusement, il y a la planque à Patrick. Et en fait, il va chercher un rouleau dans une petite cachette derrière le mur. Il a ses astuces. Et il vient le poser par terre, juste devant le cabinet. C'est un cabinet à jour. Oui. Et il en profite pour le relancer. Comme c'est la soirée bat son plein, il lui propose de venir boire une sangria. Michel, il répète qu'il n'a pas envie, qu'il est fatigué. Et là, Patrick lui enlève le PQ. Donc, on a un petit chantage au PQ. Ça, c'est moche. On a une ellipse et on se retrouve au pot de bienvenue avec Patrick et Michel, évidemment. Oh là. Ça va pas lui plaire, ça, Gérard. Après, il se retrouve quand même à discuter avec Sophie et Polo, par exemple, qui parlent du fait qu'ils ont déjà fait l'Espagne. Parce que visiblement, il leur a dit qu'il allait en Espagne. Ils lui disent qu'ils adorent l'Espagne, mais qu'il y a trop d'anglais. Donc voilà, ils préfèrent le camping. Pas faux. Et Jackie et Laurette sont là aussi. Ils racontent à Michel qu'ils viennent ici depuis 30 ans. Et lui, il leur demande pourquoi ils n'achètent pas une maison ici, en fait, quitte à venir depuis 30 ans. Mais ils n'ont pas l'argent. Non, ils répondent que ça les obligerait à venir là tout le temps. Mais il leur dit, mais puisque vous venez là tous les ans. Et Jackie répond, oui, mais c'est pas pareil. Là, on peut la aller fausse ailleurs. impression de libre arbitre. Voilà. D'accord. Il dit c'est ça le camping, c'est ça le camping pour eux. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, il y a un petit rapprochement entre Michel et la bande du 17, mais pas avec rapide. Patrick, quoi. Je dirais, là, il y a quand même une dissension, il y a quelque chose. Un peu avec c'est Patrick, les deux fronts irréconciliables, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, pour l'instant. Voilà. Enfin, il fait ce qu'il peut pour être sympa, mais dans la mesure de ses capacités qui sont basses. Cut, c'est la nuit, et Michel est sous la tente, dans la chambre d'amis de Patrick. Avec double moustiquaire. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a des moustiques, donc il n'arrive pas à dormir. La moustiquaire, ça marche. Donc il se retourne dans tous les sens dans son duvet. Et en plus, là, il y a Patrick qui frappe il frappe sur la toile. Il frappe à sa toile. Il a ramené une copine et il veut savoir combien ça coûterait de lui refaire les seins. Et donc il monte les seins de sa copine. Donc visiblement, il a réussi à conclure, comme on dit. Oui, en utilisant le fait qu'il a un pote chirurgien esthétique. Et là, Michel les envoie balader, il a envie de dormir. Et Patrick dit à sa copine, tu vois, je t'avais dit, il est super sympa. Ouais, il embrasse la meuf et il lui dit « je t'aime ». Donc ça caractérise aussi Patrick qui s'enflamme très vite sur des histoires. Mais sa femme sentimentalement, il est complètement paumé. Ouais, il est paumé. On est le matin. Et ça l'excuse, ça. Tout est pardonné à cause de ça. Peut-être que ça va lui jouer des tours et peut-être qu'il va retenir la leçon plus tard. En tout cas, c'est le matin. On retrouve Jackie qui revient de chez la directrice et il est furieux. Elle lui a dit que les Hollandais ont réservé avant lui, que son ancienneté ne lui accordait aucun privilège. Il annonce à Laurette que jusqu'à maintenant, on a connu Jackie gentil. Maintenant, il va devenir Jackie con. Et là, j'avais un petit fun fact. En fait, à l'origine, Jackie devait être incarné par un autre acteur qui a malheureusement disparu avant le tournage, en janvier 2005. Est-ce que vous avez une idée de qui il s'agit ? Moi, je sais. D'ailleurs, même le film lui est dédié. Le film lui est dédié. Putain, j'ai aucune idée, moi. Tu peux le dire, David. Jacques Villeray. C'est Jacques Villeray. Donc ça aurait pu être Jacques Villeray. Ça aurait été super. Claude Brasseur le fait vraiment très très bien. Mais Villeray, c'est une autre classe quand même, quoi. Donc voilà, remplacé en dernière minute. Donc je me suis dit, pourquoi je ferais pas un petit jeu bien glauque, là. Alors, c'est pas que des morts, mais c'est le jeu des acteurs remplacés en dernière minute. D'accord.
Le principe du jeu, c'est que j'ai une liste de rôles assez cultes qui auraient dû être incarnés par un acteur ou une actrice et qui ont été remplacés ou recastés au dernier moment. Okay. Pas forcément pour la mort. Pas forcément pour raison de mort. D'accord. Il y en a un où David est un peu avantagé, je pense, parce qu'on en a parlé dans une vidéo. Qui devait jouer Willard dans Apocalypse Now, le rôle qui a échoué à Martin Sheen. C'est Harvey Keitel. C'est Harvey Keitel qui a même tourné pendant une semaine avec Coppola. Très, très, très mal passé. Mais c'est pas la seule fois où Harvey Keitel s'est barré, d'ailleurs. Dans un tournage, mais compliqué. Oui, celui-là, c'est... Il y a des photos où tu le vois en Willard. J'imagine que vous avez déjà vu. Quoi. C'est hyper troublant, quoi. Du coup, mais je crois que Coppola n'était pas satisfait non plus de lui dans le personnage. Ça correspondait pas. Moi, j'ai toujours du mal à me dire que Keitel, c'est un mec qui était aussi, qui est capable d'avoir un tel éventail de jeux, ne peut pas convenir. Je l'imagine complètement dans ce rôle-là. Après Coppola, à cette époque-là, il était très très. Il faut se le farcir, quoi. C'est sûr aussi. Qui devait jouer Catwoman dans Batman le défi? Annette Bening. C'est Annette Bening. Qui était enceinte. Qui est tombée enceinte avant le tournage. À la place de Michelle Pfeiffer? Ouais. Et en fait, il y a des photos de son masque, puisque le masque est modelé sur mesure, en fait, qui sont tombées sur Internet il y a un mois et demi. J'avais jamais vu ça, quoi. Putain, j'ai gagné. D'habitude, je suis nul en jeu. C'est trop bien. Ça. Allez, vas-y. Alors là, on va changer complètement de type de film. Qui devait jouer Blaze dans La Folie des Grandeurs, le rôle d'Yves Montand? Ça, j'en sais rien du tout. C'était un autre acteur que ça peut se déduire. Bourvil. Et pour le coup, lui, il est mort avant le tournage, donc c'est Montand qui l'a remplacé. Putain, c'est tellement mieux avec Montand. Ça aurait été très différent. Aussi, non, ça aurait été. Je pense qu'il y aurait eu de la redite et tout, quoi. J'adore Montand, moi. Bref. Moi, je le trouve super. Qui devait jouer Lincoln dans Lincoln de Steven Spielberg? Il était annoncé depuis 2005 pour le rôle, mais le projet a trop traîné et il a fini par devenir trop vieux. C'est un acteur qui avait déjà tourné avec Spielberg dans les années 90. Un rôle, je me demande s'il n'a pas été oscarisé pour ça. Liam Neeson? Ouais, c'est Liam Neeson qui devait jouer Lincoln. Ok. Rôle qui a échu à Daniel Day-Lewis, qui est très bien aussi, mais ça aurait été intéressant. Ouais. Qui devait jouer Amélie Poulain dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain? C'était Breaking the Waves. Oui. J'ai l'actrice anglaise. Comment Emily Watson. C'est ça, ouais. Qui devait jouer le flic de Beverly Hills? Ah ouais? Richard Pryor? J'allais dire ça, mais c'est un blanc, non? C'est un blanc. Ah ouais? Et il a voulu réécrire le scénario pour qu'il y ait plus d'action. Ça lui a été refusé. Et, Schwarzenegger? Non, pas loin. Stallone? C'est Stallone. Ah ouais? C'est l'autre. Attends, c'est Sylvester Stallone qui devait jouer le rôle. Ouais. Qui devait jouer le rôle principal de Panic Room? Oui, c'est Nicole Kidman, mais elle a tourné aussi, c'est pareil. Elle a tourné 2 semaines. 2 semaines, ouais. Okay. En fait, elle a eu une douleur au genou pendant le tournage qui s'est avérée être une fracture qu'elle s'était faite sur le tournage de Moulin Rouge, donc elle n'a pas pu continuer le film. Donc s'il n'y avait pas eu ça aurait été elle dans le rôle. Jodie Foster est super. Ouais. Qui devait jouer dans L'aile ou la cuisse avec De Funès? Le rôle de Coluche. Ça, je l'ai su aussi, putain. Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle pas. C'est un autre grand acteur comique qui avait déjà tourné avec Zidi. Le rôle avait été écrit pour lui, mais il n'a pas aimé le rôle, en fait. Il a pas aimé le scénario. Lino Ventura? Non, un acteur, vraiment l'un des grands acteurs comiques des années 70-80, qui est encore vivant, qui a fait un film il n'y a pas longtemps. Richard? Non. Pierre Richard. Ah ouais, c'est Pierre Richard qui devait jouer. C'est dur d'imaginer ça aussi. Ça c'est autre chose. Ouais. Ça aurait été génial. Qui devait jouer le rôle principal de Split avant que James McAvoy... Ah putain, ça pareil, je l'ai su, mais... C'est un acteur qui se transforme beaucoup physiquement. Comment il s'appelle? Celui qui... Batman, là? Il a fait un Batman? Christian Bale, non? Non, j'allais dire... Il n'a pas fait Batman, mais il a fait un rôle le Joker. Dans cet univers-là. Ouais. Jared Leto? Non, c'est l'autre Joker. Ah merde. C'est... Heath Ledger? Non. Non, non. Joaquin Phoenix. C'est Joaquin Phoenix, qui devait jouer le rôle principal de Split. C'est pareil, mais je préfère James McAvoy. Qui devait jouer le rôle de Michel Blanc dans Tenue de soirée? Patrick Devers. Non. Non. Patrick Devers était déjà mort. Ouais, ça faisait un moment. Coluche. En fait, c'est marrant, c'est un acteur très beau et qui a beaucoup de prestance. Et en fait, quand cet acteur-là a refusé, il a pris l'autre. Il a pris le total opposé de cet acteur-là, qui a joué avec Gérard Lanvin d'ailleurs dans un film de Patrice Lecomte, qui a joué dans Les Spécialistes. Ouais. Bernard Giraudot. C'est vrai. Bernard Giraudot. Ouais, ça devait jouer dans c'est clair, c'est pas pareil avec ça. Alors, ça c'est très difficile d'imaginer le film avec Giraudot. Ça a complètement changé le film. Qui prenne Michel Blanc, quoi. Ouais. Qui devait jouer Juliette dans Roméo et Juliette avant que Claire Danes celui de Baz Luhrmann. Ouais.
En fait, c'est une actrice qui a été engagée, mais en fait, ils se sont rendus compte pendant la préparation que ça marchait pas parce qu'elle était trop jeune, elle avait que 13 ans. Oh là. Donc ils se sont dit, c'est trop massif. Ceci dit, Claire Danes, elle était très jeune aussi, non? Ils étaient jeunes un tous peu les moins deux, que ça, non? je pense. Ouais. Mais en tout cas, elle faisait vraiment petite fille. Et, après, dans Shakespeare, ils devaient être jeunes. Oui, ils sont très jeunes. Oui. Mais c'est une actrice qui a joué jeune dans un autre film. Et d'ailleurs, ça. Nathalie Portman. Ouais, c'est Nathalie Portman qui joue Juliette. J'en fais un petit dernier. Qui devait jouer la créature dans Predator? Bah, c'est Van Damme. C'est Van Damme. Il a fait des essais dans le costume et il trouvait que il faisait trop chaud. En fait, c'est le costume. Enfin, bon, c'est une longue histoire, me lancez pas là-dessus. Mais en fait, c'est le costume en fait de l'équipe de Steve Johnson qui faisait partie de Boss Film. Enfin bref, qui n'a pas convenu alors qu'il avait été validé par McTiernan, par Silver et par tout le monde. Et donc, ils se sont surtout rendus compte que la créature n'était pas praticable en fait sur un sol aussi accidenté, aussi glissant en fait que la jungle mexicaine. C'était surtout ça en fait le vrai problème, quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu tôt fait de le mettre en fait sur le dos d'une part de Van Damme et du fait qu'il veuille pas le faire. Après, Van Damme qui soit malheureux dans un costume de monstre, on le comprend. Hein. C'est hyper compliqué. Surtout, c'était pas Van Damme. Enfin, il avait pas encore fait les films. Non, pas du tout. Il avait déjà été la doublure de Chuck Norris, je pense, dans Portée disparue, genre de pas truc. Une star, quoi. Mais non, pas du tout, effectivement. On va revenir au film. Du coup, on était avec Michel, chirurgien esthétique parisien, incarné par Gérard Lanvin sur la route de Marbella avec sa fille, mais tombé en panne près du camping des Flots Bleus. Ils sont hébergés dans la tente maréchale de Patrick, en attendant de pouvoir emmener sa voiture au garage Mendes. Pendant ce temps, Jackie est furieux contre la directrice qui refuse de lui accorder son emplacement fétiche le 17. D'accord. Et Polo panique parce qu'il a trompé Sophie avec une certaine Bunny et il sait pas quoi faire. D'accord. Voilà où on en est. On est devant la tente de Patrick et il y a la fille de Michel qui est toute seule en train de prendre son petit-déj. Elle prend du le benko. Lundi matin. Elle prend, alors je sais, oui, il y a peut-être du benko, je sais pas. Il y a du benko sur la table. Oui, il y a toujours du benko sur la table. Ils ont dû payer bien cher. Est-ce que c'est une marque qui existe encore? Je pense que oui. Ah ouais, d'accord. On voit 3 jeunes passer devant la tente. Une fille et 2 garçons de l'âge de Vanessa, la fille de Michel. Les jeunes lui demandent des nouvelles de leur voiture, parce que tout le camping est au courant, visiblement. Et elle répond que son père est au garage, donc au garage Mendes. Donc peut-être que ça va bientôt se terminer, cette histoire. Il s'est levé à Potrominé, quoi. Exactement. Et donc les jeunes lui proposent de venir se balader avec eux. Les jeunes se présentent. La fille, c'est Aurélie Gatineau, c'est la fille de Polo et Sophie. Oui. D'accord. La fille de Michel se présente, c'est Vanessa. Et là, il y a un petit travelling avant sur un des 2 garçons qui sont là. On entend une musique romantique derrière. Il y a Anguille sous roche. Et clairement, Vanessa n'est pas indifférente au charme. Elle peut plus s'amuser qu'à Marbella. En vrai. Ouais. Peut-être que le camping, c'est pas si mal pour une jeune de son âge. Ouais. Plutôt qu'avec son connard de père à Marbella. Lui, d'ailleurs, il est au garage Mendes. Il est accompagné de Patrick, qui est toujours en slip. Il porte un t-shirt vache qui rit, là. Nouveau placement. D'accord, ok. Et le fameux Mendes est en train de faire tourner le moteur et écouter le son très attentivement pour comprendre la situation. Son diagnostic est formel, c'est la pipe d'admission. Il dit, c'est rien du tout. Je connais très bien ce type de panne. Il raconte même qu'il a eu la même panne quand il était mécanicien d'Ari Vatanen. Donc, est-ce que vous voyez qui c'est Ari Vatanen? C'est un mec qui a fait le Dakar, non? Ouais, c'est un pilote de rallye finlandais. Ok. Donc prestigieux. Prestigieux. Okay. Et dans les années 2000, il est devenu député européen sous la bannière UMP. Info comme ça. En fait, c'est prestigieux, mais un peu rétro, quoi. Ouais. Et donc Mendes raconte qu'il était le mécanicien de Vatanen, l'homme de l'ombre. Il raconte un peu ses exploits avec Vatanen. Il est très fier sur le Paris-Dakar. Mais ça saoule Michel. Ouais, Michel, il n'a pas envie d'entendre cette histoire. Rien ne l'impressionne. Mais il raconte cette fameuse fois où ils ont eu un problème avec la pipe d'admission. Il a réparé la panne en 2 heures et Vatanen a gagné l'étape. Donc, Michel est quand même optimiste pour sa voiture. Bah oui. Malheureusement, dans le cadre de la voiture de Michel, c'est la voiture de James Bond. C'est un peu différent parce qu'il n'a pas la pièce. Donc, il va falloir attendre 48 heures. 2 jours de plus au Flot Bleu, dans la tente caporale de... Caporal, maréchal. Non, c'est mieux. J'étais presque. C'est beaucoup mieux. C'est mieux gradé que la tente caporal. Donc, on retrouve Patrick, Michel et Vanessa en train de déjeuner devant la tente de Patrick. D'accord. Michel est bien obligé de vivre un peu avec Patrick. Avec le bas peuple. Donc, il s'est un peu déridé. Là, il consent à faire un peu de small talk avec Patrick. Et on en apprend un peu plus sur Patrick et son rapport au camping. Il raconte qu'il se sacrifie 11 mois de l'année pour ces 3 semaines de bonheur au camping. Michel lui demande ce qu'il fait dans la vie. Patrick répond qu'il était dans la moutarde.
Ah, ouais, bah oui, incroyable. Et il ajoute en rigolant, ça me le rend sympathique. J'étais dans la moutarde, mais maintenant je suis dans la merde. Il dit, David, il est fan, hein. il précise, là c'est pas drôle, chômage, compression du personnel. Mais il dit, j'ai quand même réussi à avoir une indemnité de 4 000 €. Il dit, il n'y a pas écrit du con quand même. Et il se met à rigoler. En fait, il rigole un petit peu jaune parce qu'il raconte sa vie qui est pas évidente quand même. Et là, on voit débarquer les nouveaux copains de Vanessa qui viennent la chercher pour aller faire du surf. Donc Michel, il savait pas que sa fille fricotait avec les gens du coin. Qu'elle commence à se mélanger. Là. Voilà, donc il est super méfiant. Il se lève et il se présente aux copains et il fait une petite mise en garde. Il dit, quand il y a une petite nouvelle dans un groupe, ça peut provoquer des émotions. Donc je vous demande de contrôler vos émotions. Papa, qui veille au grain. Ouais. Le disclaimer est fait. Cut, on est un peu plus tard. Au restaurant, avec Polo et Sophie, qui fêtent leur 16e anniversaire de mariage. Et Sophie a envie de parler de choses sérieuses. Elle entame directement la conversation. Rappelons qu'elle est frustrée qu'ils font plus l'amour. Voilà. Et elle lui demande depuis combien de temps ils se sont pas roulé une vraie pelle. Elle trouve qu'ils s'embrassent plus comme avant. Et Polo, il se défend en disant que 16 ans de mariage, quand même, de nos jours, c'est déjà un exploit. Et il dit, j'ai appris récemment que les Berthier ont divorcé. Et donc, Sophie, elle fait une remarque sur le mari Berthier. Visiblement, il a possiblement trompé sa femme, le mari Berthier. Et lui, il se projette. Et voilà, elle dit, comme quoi, tout finit par se savoir. Et elle lui jette un regard un peu... Et lui, il a un regard fuyant, du coup, il rougit. Je sais pas, il est mal, en tout cas. On sent qu'il a une grosse sueur froide. Et au même moment, il reçoit une notification sur son téléphone. Donc, il sort son téléphone et il se dit, c'est sûrement Patrick. Et évidemment, ce n'est pas Patrick. On a un plan sur l'écran du téléphone et on lit le message. C'est écrit « Paul, je suis dans la région, je pense à toi. J'attends ton appel, mon beau bouffeur de minou. Benny. » Oh putain. Donc, il est comme ça devant sa femme. Voilà. Il remballe son téléphone, il dit « Non, mais c'est ta mère qui nous souhaite bon anniversaire. » Mais elle veut voir le message. Bon, je vous décris pas toute la scène, c'est la catastrophe. Sophie découvre le message, elle fait un esclandre. Elle a réussi à la voir. Ouais. Ils se battent. Elle fait un esclandre dans le restaurant, elle lit le SMS tout haut et elle lui dit qu'il va en chier comme jamais il en a chié. Et elle conclut en disant, à partir de maintenant, c'est tant à part. Tant à part, carrément. Ouais. Mon beau bouffeur de minou. Voilà. Bah oui, c'est ça, c'est assez cru quand même pour une comédie du dimanche soir sur TF1. Ouais, c'est les comédies. C'est marrant, hein. Le lendemain matin... C'est vrai qu'il a une moustache. Oui. Je sais pas. Il a quel rapport entre la moustache et le bouffeur de minou, David? Explique-nous. Non, je vais enchaîner. Non, mais j'en sais rien, écoute. Tu nous as lancé un débat. Il faut qu'on avance. Il faut le conclure. On est le lendemain matin. Michel est en train de dormir dans la tente de Patrick, mais il est réveillé par des bruits de pioche. Oula. Patrick est en train de creuser un trou devant la tente. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi on creuserait un trou comme ça? J'en appelle à vos souvenirs de camping. Moi, j'allais dire, je sais pas si c'est un souvenir du film Camping ou un souvenir de camping, mais tu fais une tranchée au cas où il pleut trop. Exactement. Ah, Patrick dit, ça fait 6 jours qu'il fait beau. C'est ça qu'ils auraient dû faire, mes parents en Écosse. Ouais. Il dit, ça fait 6 jours qu'il fait beau. Le spécialiste là. Ça sent l'orage. D'accord. Et il dit, si je creuse pas de rigole, l'eau va inonder mon tapis de sol, etc. Ouais. Donc Michel s'installe à la table parce que c'est l'heure du petit-déj. Patrick est en train de lui préparer un café et lui demande s'il est sûr qu'il veut pas goûter du Benko. Bah ouais. Parce que Patrick, lui, il dit qu'il boit que ça, il adore. Mais non, Michel, lui, c'est le café. Ouais, parisien, donc, quoi. C'est un peu, c'est représentatif de sa vision du monde. C'est un mec qui est au café. Et là, on entend un message sur les haut-parleurs du camping. Monsieur Chirac est demandé à la réception. Patrick se lève. C'est lui. Il s'appelle Patrick Chirac. Il s'appelle Patrick. C'est vrai que tu n'avais pas Je pense que c'est sa femme. Il dit c'est ma femme qui m'écrit sûrement. Et Michel est aussi étonné que toi. En fait, c'est Chirac, quoi. Ouais, bien sûr. Il dit oui, c'est moi, Patrick Chirac. Et il précise qu'il n'est pas du tout de la famille de Jacques. Il dit mais par contre, c'est lourd à porter. Chez Amora, il m'appelait Bernadette. Et Michel lui demande pourquoi il n'a pas changé de nom. Et Patrick répond pourquoi c'est moi qui changerais. Donc, c'est vrai. C'est Patrick Chirac. Voilà, il restera Patrick Chirac. Patrick Chirac se rend à la réception. En fait, c'est pas du tout sa femme qui lui a écrit. Est-ce que tu nous as fait un jeu Non, j'aurais pu. J'ai un autre jeu qui va arriver bientôt. Cool. En fait, c'est la directrice qui veut voir Patrick parce que son invité est là depuis 2 nuits et il n'a pas payé sa part. Ah oui, c'est vrai. Patrick demande à ce qu'elle ajoute les frais sur sa note à lui. C'est un grand prince. Il est vraiment sympa.
Mais il est quand même dépité que sa femme donne pas du tout de nouvelles depuis quelques jours, quoi. Le pauvre. On est plus tard. Michel a loué un scooter pour aller voir Mendes. Mendes lui dit que les travaux avancent bien. Demain à 9h, ils peuvent refaire leur valise. La voiture sera prête. Ah. Donc, il a reçu la pièce détachée. Ouais, c'est ça. C'est Mendes fait son taf. Voilà. Je sens qu'il va y avoir une sous-intrigue du garagiste qui fait des promesses en l'air et qui n'arrive jamais à les... Peut-être que demain à 9h, ce ne sera pas tout à fait ça. C'est possible. On est de retour sur la plage. Donc Polo est avec Patrick. Et Patrick est en train de lire Belle du Seigneur. Et Polo, il observe Sophie de loin. Est-ce qu'il a beaucoup avancé? Pas trop. Non, il est au début. Après, c'est un gros livre, donc c'est peut-être quelques dizaines de pages. Et donc, Polo observe Sophie de loin, qui est en train de discuter avec le 37 et sa copine Christy. Et Polo est un peu jaloux du 37. Comme ils sont un peu en froid, peut-être qu'elle va vouloir un peu se venger, quoi. Sophie, on se retrouve avec Sophie et le 37, et elle ne s'intéresse pas du tout au 37. Par contre, elle dit à Christy qu'elle trouve le chirurgien mignon. Donc elle est plutôt branchée sur Michel. Autre scène, on est avec Jackie qui est à la cabine téléphonique du camping. Il a mis un mouchoir sur le combiné pour trafiquer sa voix. Et il prend un accent belge. Et il appelle la directrice du camping pour l'insulter de manière anonyme. Donc c'est comme ça que Jackie Con se comporte. C'est des appels anonymes. Voilà, donc on a plusieurs petites scènes. C'est quand même lâche. Voilà, c'est Jackie. C'est la lâcheté, quoi. On retrouve un peu tout le monde. S'il y a une soirée au camping, c'est la course des canards. C'est une sorte de course d'obstacles qu'il faut traverser avec des palmes et un masque de canard. Et Jackie participe. Il a le numéro 17, mais il n'est pas du tout impliqué. Il marche, il shoot dans les obstacles. Vraiment, il sabote le jeu. Son esprit est ailleurs. Ouais, non, il pense vraiment à son emplacement 17. On a dans le public Sophie qui essaie de dragouiller Michel, mais il n'a pas l'air intéressé. Vraiment, en plus, le lendemain matin, il y a sa voiture qui est prête. Et donc, au milieu de leur conversation, il dit qu'il a sommeil, il a envie d'aller se coucher, il se barre. Et Sophie se retrouve toute seule. Triste cire. Ouais, donc son plan de Sophie de peut-être rendre jaloux Polo, il marche pas trop. On a une petite séquence avec Vanessa au bar qui discute avec la fille des Gatineau, donc sa nouvelle pote. Elle est dégoûtée de devoir partir. La fille des Gatineau lui dit que c'est quand même cool l'Espagne. Elle dit qu'il y a des beaux mecs. D'ailleurs, elle est sortie avec un Espagnol qui lui a fait découvrir son point G. Donc, elle a 13-14 ans, mais bon, voilà. Vanessa lui dit que son père la saoule, qu'elle l'autorise pas à rentrer à plus de 10 heures. Enfin, vraiment, Michel, il est vraiment relou, quoi. Et la fille des Gatineau lui dit qu'elle a résolu le problème. Quand elle veut sortir, elle endort ses parents au somnifère. Donc, et là-dessus, il y a Michel qui arrive et qui dit « Bon, bah, c'est l'heure de rentrer ». Et le lendemain matin, ils sont partis. Est-ce que ça a inspiré des gamins, ça? Bah, j'espère pas. Non, mais c'est effrayant. Ouais, après, c'est le côté méchant de certaines comédies françaises où vraiment il y a des mauvais sentiments. Je suis étonné par le côté très cru, en fait, quoi. Très sexuel, non, mais quoi. C'est cru, c'est pas si fréquent que ça, quand même, quoi. Il y a un peu moins de ça dans les comédies actuelles, je pense. C'est quand même une comédie de 2006, c'est quand même déjà vieux comme comédie. Donc, Michel arrive, il dit que c'est l'heure de rentrer. Ils vont se coucher dans la tente. On est le lendemain matin. Michel arrive à 9h au garage Mendes. Mais il y a une ambulance devant le garage Mendes. Mendes est évacué en civière. Ah merde. L'épouse de Monsieur Mendes apprend à Michel qui s'est levé à 6h du matin pour retoucher la transmission, mais il a glissé sur une plaque d'huile et il est tombé dans la fosse. La voiture est toujours en panne. Cut, on est à l'hôpital. Comment réagit Gérard? Il est saoulé à mort. Tu m'étonnes. Il n'y a même pas une pointe de compassion pour le garagiste. Si, d'ailleurs, ils sont à l'hôpital pour voir ce qu'il advient de Mendes. D'accord. Patrick dit à Michel qu'il y a des trains de nuit pour Marbella éventuellement, mais Michel, il veut sous aucun prétexte laisser la voiture de vente chez Mendes. On voit la femme de Mendes qui les rejoint. Elle donne des nouvelles de son mari. Il faut qu'il se repose. Il va rester à l'hôpital jusqu'à nouvel ordre. Patrick, il essaie de philosopher. Il dit à Michel, tu sais, ma grand-mère disait toujours... Quand deux tentes ne se touchent pas, ça fait une allée. C'est vrai. C'est vrai, mais Michel, ça le console pas tant que ça. Donc voilà. Cut, c'est la nuit. On est au bal des flots bleus. Toute la bande du 17 est là et Michel est là aussi, du coup. Qu'est-ce qu'on passe comme musique? T'as noté ça? Je crois qu'on passe la danse des tongs, qui est une chanson du film. Une chanson originale. BO du film. D'accord, ok. Ils boivent une petite coupe de champagne tous ensemble. Donc Michel a l'air de s'être fait une raison. Il boit comme ça. Comme de bon cœur. Sophie fait toujours la gueule à Polo. Elle erre un peu dans la soirée, elle va danser un peu le 37. Et à un moment donné, elle part s'isoler. Et il y a Michel qui est là. Donc, comme il est chirurgien esthétique et qu'elle est un peu
dans un moment de flottement dans sa vie, elle lui dit qu'elle a envie de tout changer. Elle montre sa poitrine, donc elle garde son soutien-gorge. Ah, d'accord. Et elle dit, je suis prête à casser le code des vies, je change tout. Et lui, il dit, vous êtes très bien comme ça, il n'y a pas de raison de changer. Mais elle le prend mal, elle dit, en fait, vous refaites pas les campeuses, vous refaites que les actrices et les femmes du monde, donc elle s'énerve. Mais Michel, il réagit pas trop, il voit qu'elle est plus malheureuse qu'autre chose, donc il a plutôt de la compassion pour elle. Bref, elle reprend un peu ses esprits, elle s'excuse, elle dit qu'elle est juste malheureuse. Et Michel lui répond que pour lui, c'est pas forcément la joie non plus. Il raconte que sa femme s'est barrée avec son prof de gym. Bref, il dit le malheur, c'est à la portée de tout le monde, finalement. Voilà, ils se font une accolade amicale. C'est que des couples en crise, finalement. Ouais. Comme souvent dans les comédies françaises aussi. C'est vrai. Donc la soirée continue tranquillement. Patrick continue de draguer des meufs. Ça continue de pas trop marcher. Et là, Polo vient le voir et lui dit qu'il a besoin de lui. Il y a une petite ellipse et Patrick va voir Sophie. Il essaie de rattraper le coup pour Polo. Il lui dit « Mais Polo, il t'aime, Bunny, c'est que des conneries. » Et là, Sophie, elle lui répond que lui, il vaut pas mieux que Polo, que tout le monde sait que sa femme s'est barrée et qu'elle la comprend. Patrick comprend pas pourquoi elle dit ça. C'est un peu violent. C'est violent. Ouais. Et Mathilde, Sophie lui dit que Sylvie lui a parlé de la voisine du dessous. Patrick, il essaie de se défendre en disant « Non, mais c'était il y a 3 ans, mais maintenant tout va bien. » Mais Sophie, elle enfonce le clou. Elle continue de l'insulter, elle se barre. C'est tout que les hommes qui sont adultères, quoi. Ouais. Non, à part la femme de Gérard, enfin de Michel. Bon alors. Non, et il y aura peut-être d'autres histoires. Ah, très bien. On est le lendemain matin dans la caravane de Jackie et Laurette. Et Laurette, elle engueule Jackie là, parce il est devenu vraiment insupportable ces derniers temps. Il gâche les vacances. Et il gâche les vacances à devenir Jackie con là. Elle lui dit que tout le monde sait très bien que c'est lui qui envoie des appels anonymes et qui laisse des poissons morts devant le bureau de la direction. Ah oui, donc oui. Ça c'était hors champ. Ça aussi. Du coup, c'en est trop pour Laurette. Elle a décidé d'agir. Elle va inviter les Hollandais à dîner. Elle va leur demander elle-même de changer de place, quoi. D'accord. Pendant ce temps, Patrick est au supermarché avec Vanessa, la fille de Michel, donc. Et elle lui apprend que c'est l'anniversaire de Michel. Et donc, elle a besoin qu'il l'emmène en ville pour lui acheter un cadeau. Et là, Patrick s'illumine, il dit « Tu laisses faire, Patrick. Les anniversaires, c'est ma spécialité. » Pendant ce temps, Michel, lui, il est chez Mendes, qui est de retour au travail. Il a un énorme bandeau sur la tête, mais il est survolté. La femme de Mendes annonce à Michel que la voiture sera prête dans 24 heures, pas plus. Donc, cette fois-ci, c'est sans faute, dans 24 heures. Michel est de retour au Flot Bleu. Il passe devant la caravane de Jackie, qui est accompagné de Patrick, Polo et le 37, mais ils font des gueules de déterrés. Il s'est passé quelque chose de grave. Jackie tend une feuille à Michel et il lui dit « Les tout nus veulent qu'on joue tout nus. » Ils vont donc avoir besoin de Michel pour jouer les intermédiaires et faire entendre raison aux tout nus, qui veulent imposer aux textiles de jouer au volley à poil. Parce que la dernière fois, ils ont été obligés de jouer habillés. Donc il n'y a pas de raison que ce soit toujours dans le même stand. C'est vrai, ça se défend. Un match aller-retour. Et pour info, le chef des tout nus, c'est François Levental. Je sais pas si vous bien voyez sûr, cet acteur, j'adore. Un acteur de second rôle qui a joué dans plein de films des années 80-90. Super tête. Doberman. Et en fait, là, c'est parce que Michel, c'est le mec diplômé, donc c'est lui qui ou peut c'est mener juste les quelqu'un négociations. qui est, Ou il est charismatique. Qui est neutre. Qui est neutre, voilà. Ah, il la va pas prendre neutralité, parti. ok. Donc il y a un petit débat, il y a une scène de dialogue assez marrante entre les mecs qui sont à poil et Michel qui essaie de leur faire entendre raison. Les mecs qui sont à poil, ils sont présents en fait à ce moment-là. Oui, d'accord. François Levental est à poil et il y a un débat entre. Mais Levental, il est génial. Ça, j'ai envie de l'avoir cette scène, tu vois, vraiment. Et donc Michel finit par dire à Levental, de toute façon, habillé, pas habillé, peu importe. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas la barbe qui fait le philosophe. Donc encore une fois, petite phrase comme ça, lâchée. Donc Levental est déstabilisé par l'argument, il se concerte avec ses collègues, il revient vers Michel et sa bande et il lui dit « Bon, c'est d'accord, mais c'est la dernière année. » Cette scène n'a absolument aucun intérêt dans l'histoire. C'est un peu le signe qu'on est aux 2 tiers du film, quoi, qu'on va rentrer dans le dernier tiers. Et qui dit 2 tiers de l'histoire dit petit jeu. Depuis tout à l'heure, on a, sans transition. Mais quand même, il y a François Levental, il y a un gros casting dans ce film. C'est un film choral. J'ai eu envie de sonder vos connaissances sur les 6 interprètes principaux du film. Je vais être nul, moi. Hein. Mais tu as dit ça la dernière fois et c'était excellent. Donc je vous propose le jeu du qui a fait quoi. Je vais vous proposer des infos, des anecdotes, des fun facts qui vont concerner un ou une des 6 interprètes principaux de camping. Donc on a Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Mathilde Seigné, Claude Brasseur, Antoine Duléry, Brasseur, Mylène de Mongeau. On commence par un fun fact qui est assez connu. Qui a eu un rôle dans la série Highlander? C'est Franck Dubosc.
Ouais. Ah oui, c'est Franck c'est vrai. Dubosc. Ouais. Il joue Michel de Bourgogne. Très très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup. Un petit caméo, c'est un rôle sur un seul épisode. Qui a fait sa première apparition à l'écran dans une sitcom d'AB Productions? Bon, ça peut pas être Claude Brasseur ou Mylène de Mongeau. Bah non, ça c'est sûr. De Léry, là. C'est pas du Léry. Du Léry. Non, bah c'est Mathilde. C'est Mathilde Seigné. C'est Mathilde Okay. Elle a joué Seigné. dans 4 divorces. Bah, en fait, Ah c'est ouais, un peu comme dans Camping. C'est la voiture balade du cinéma 4 divorces, français. c'était super. 4 divorces. C'était incroyable. Tout le monde. Qui a tourné 8 fois avec Claude Lelouch? Claude Brasseur. Non. Gérard C'est pas Lanvin. Claude Brasseur. Ouais. Non, c'est pas Gérard Lanvin. Mylène de Mongeau. Non, c'est sûr que vous n'avez pas cité. C'est Antoine Duléry qui est un des acteurs fétiches de Claude Lelouch. Okay. Qui a remporté le Paris-Dakar parmi ces 6 personnes? Je sais pas. Gérard Lanvin. Lanvin. Non, pas Gérard Lanvin. Ah ouais. C'était en 83 avec Jackie X. Claude Brasseur. Claude Brasseur. Ah ouais. D'accord. Incroyable. C'était avant Harry Vatanen d'ailleurs. Il a remporté le Paris-Dakar. D'accord. Ok. Qui a failli participer aux Jeux Olympiques? C'était les Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh. Mais il a eu un accident l'année Donc précédente c'est un homme. qui l'a empêché de participer. Ouais, Gérard Lanvin. non. Non, Claude Brasseur. C'est Claude Brasseur. Oui, bah, c'est un sportif ouais. en fait. Il a Ah gagné ouais, le c'est vrai, mais je Paris-Dakar, savais il a pas du tout, moi. failli faire les JO d'hiver. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Qui s'est présenté à des élections en France? Des élections régionales? Le Vental. Non. J'aimerais bien, moi je vote pour lui. Hein. En PACA, sous la bannière Énergie Sud Oula. de Bernard Tapie. Oula. Bah, Mylène machin. C'est Mylène de Mongeau. Ah ouais, c'est pas Mylène très Machin. ça ressemble à Mylène Machin. Mylène de Mongeau, elle Oh, a bah, participé au régional. Qui n'a jamais assisté à la cérémonie des Césars? J'entends qu'il n'a Lanvin. jamais mis les pieds au César. C'est Lanvin, non? C'est Lanvin. Ouais, ça Ouais. m'étonne pas. Bah, c'est pas ils sont Dubosc, tous, c'est Dubosc qui a fait une séquence. Dubosc, il a été Dubosc, il y remettant. allait, ouais. Ouais. Ouais, Lanvin, il a toujours refusé d'aller au César. Ouais, Mhm. m'étonne Alors pas. qu'il a gagné 2 fois, il a été nommé 2 Ah, fois. il a gagné Gagné deux 2 fois. Ouais, Il a il 2 a Césars, il est jamais allé. Ouais. Ok. Pourquoi tu te souviens? Il a été César du meilleur acteur pour Le Fils préféré Ok. et le second rôle pour Le goût des autres. Ah ouais. Ah, ouais, Super, ouais. Qui sait imiter à la perfection le maréchal Pétain? Claude Brasseur. Non, c'est pas Claude Brasseur. Non, c'est un gars. Il a fait des spectacles d'imitation. C'est Antoine Duléry. Antoine Il Duléry. fait Ah, notamment d'accord. Pétain. Mais c'est dur de se rendre compte de comment on imite bien Ouais, Pétain ouais. parce qu'on connaît pas trop ça. Bah si, quand même, mais c'est pas très Ouais, je dur, vois. en fait. Faut Ouais, que bon, t'aies la c'est- voix qui oui, vibre, c'est et puis ouais. Ouais. Oui, c'est la Peu voix de tous les caverneuse. mecs qu'on en. Ouais, c'est ça. Ouais, bravo, tu le fais bien aussi. Qui s'est fait voler 2 millions d'euros par son banquier? Mathilde Seigné. Non. Non. Elle a écrit un livre dessus. C'est Mylène de Mongeau. C'est Mylène de Mongeau. Ah, c'est Elle ça, a rencontré- quand t'es pote avec Bernard Tapie, il y a des choses qui se passent mal à un moment. Elle a rencontré un conseiller en patrimoine peu recommandable qui a aussi spolié Isabelle Adjani, Olivier Martinez, Alexandre Arcadi, Samina Seri, Juliette Binoche et Monica Bellucci pour info. Ouais, enfin, Voilà, c'était c'est quoi un- comme montage financier? Ah bah, Ouais, il faut je pense lire le. tous, ils ont un peu cherché. Il faut lire Ouais. le livre de Mylène de Mongeau qu'elle a écrit sur cette Ouais, histoire. ouais, Ça mais s'appelle Très c'est- chers escrocs. Partial. Ouais. Bon. À qui le chanteur Renaud a-t-il dédié une chanson? Gérard Lanvin. À Gérard Lanvin. Les Ah aventures ouais de Gérard Ah Lambert. bah c'est le. Ah, c'est- c'était pour lui, d'accord. En ok. fait, c'est son grand pote. Ah, ok, ok. Il était pote avec Coluche aussi. Enfin, Mais en fait, bien c'est sûr, plus bah ambigu oui. que ça. C'est-à-dire mais que, en ouais. fait, Renaud, la femme de Renaud, c'était l'ex de Gérard Lanvin. D'accord, ok. ok. Ouais, il a fait cette chanson pour un peu se moquer de lui, de son côté Oui, vieux. mais quand vieux même, loupard. ils s'entendent. Enfin, Ouais. je pense qu'ils s'entendent bien. Et enfin, à qui le chanteur Claude Barzotti a-t-il dédié une chanson? Ah, Mylène de Mongeau, Mylène Machin. Non, pas Mylène. Mathilde Seigné. À Mathilde Seigné, une chanson qui s'appelle Mademoiselle MS. Je vais vous faire un petit couplet comme ça. Chanter. J'ai pas la mélodie, mais elle dit ce qu'elle pense, elle balance. Ne connaît pas la langue de bois. Oh là là. Elle fait ce qu'elle dit dans l'urgence, qu'importe le prix, elle y va. Mon Dieu. Elle suit le journal de 13 heures où l'artisan est à l'honneur. Ah, Loin des faux semblants, Au secours. des people. C'est une comédienne agricole. quelle horreur. Je vous invite à écouter cette chanson. Quelle horreur. Claude Barzotti. Un bel hommage. Ok. On va revenir au film. Bon, t'as On vu, est j'étais sur la- nul. Hein. On est sur la dernière ligne droite. Non, bah non. Ah, vous avez- c'était pas mal. j'ai eu des Bon, bonnes allez. réponses. Dernière ligne droite, on est avec Michel et sa fille Vanessa au Ok, restaurant. d'accord. Rappelons que c'est son anniversaire. Il y a un Un gros restaurant, gâteau. pas Oui, c'est un terrible, hein. restaurant. C'est peut-être le même restaurant où il y a eu l'Esclandre avec Polo et Ah, Sophie. d'accord, Un restaurant ok, Il y a- un peu chic. mais c'est le midi ou l'après-midi, il n'y a pas grand monde. Ouais, ok. D'accord. Il y a un gros gâteau sur la table avec une bougie dessus. Ah. Vanessa souhaite bon anniversaire à son père. Il souffle la bougie. Il lui fait un bisou. Ah. Et là, il y a toute la bande du 17 qui débarque dans le resto et qui chante bon anniversaire à Michel. Donc Michel fait un peu... Enfin,
touché, mais il fait un peu la gueule. Ouais, il est gêné, quoi. Il y a aussi la directrice, il y a le 37, il y a tout le monde. Ils sont venus avec un cadeau. Ah. Je vous demande si vous Un sac de devriez... couchage. Non, c'est pas ça. Du papier toilette. Non, non, c'est un beau... enfin, en fait, ça s'invente pas. Je vais vous le dire. Ils offrent à Michel une tête de taureau empaillée. Et Dubosc dit... Vanessa nous a dit que tu avais une cheminée. Donc j'ai pensé à ça. Et lui dit, en plus, ça te rappellera l'Espagne. Donc en fait, oui, c'est logique. Tout est Il a trouvé ça. Et donc Michel... ne m'offrez pas ça hein, si j'ai des proches. C'est un beau cadeau parce qu'il a réfléchi quand même à un truc qui peut plaire à Michel. C'est un beau cadeau, toi. Il avait qu'à pas avoir de cheminée. Je trouve que c'est plus personnalisé qu'une boîte de chocolat. Voilà, c'est vrai. Non, une tête de taureau, donc voilà. Le cadeau de Michel. Cut, on est au Shogun, c'est l'élection de Miss Super Camping. Oh là là. Il y a tout le monde, y compris Michel et Vanessa. Le speaker annonce que le concours va être animé par un régional de l'étape. C'est Bernard Montiel. Donc on a un petit caméo de Bernard Montiel, ça n'a aucun intérêt. Donc je passe sur Bernard Montiel. Bernard Montiel, aidez-moi, c'est qui il présentait Vidéo Gag. Ah oui, je vois. Ouais. Et d'ailleurs, Patrick dit, mais si, c'est le mec qui présentait Vidéo Gag, et Michel ne sait pas ce que c'est. C'est pas le mec du millionnaire aussi? Il présentait pas le millionnaire? Peut-être, ouais. Il a présenté plein de trucs. Vanessa profite que Patrick discute avec Michel de Bernard Montiel pour verser du somnifère dans le verre de son père. Pendant ce temps, Jackie et Laurette dînent avec les Hollandais. Ils boivent du dam-dam, qui est apparemment une boisson assez alcoolisée hollandaise. Je la connaissais pas. Jackie a l'air super bourré. Et il profite que les femmes s'absentent un moment pour proposer aux Hollandais de switcher les emplacements. Le Hollandais est bourré aussi. Il accepte. Aucun souci. Le lendemain, ils vont switcher les emplacements. Il suffisait de ça. Mais ça va pas se passer comme ça. Bah si, pourquoi pas. Ah d'accord, ok. Je sais pas, les promesses de éthylique. De Hollandais bourré. Ouais, j'en sais rien, moi. On verra. Ouais. Pendant ce temps, la gagnante de Miss Super Camping est annoncée. C'est Christy, la copine du 37. D'accord. La soirée peut vraiment commencer. Michel, lui, il a un gros coup de barre. Rappelons qu'il est drogué au somnifère. Il décide d'aller se coucher, mais Vanessa lui dit qu'elle a vraiment envie de rester. Et quand même, il n'est même pas 10 heures. Donc, il la confie à Patrick et lui demande de la ramener pas trop tard, quoi. Michel, il va dire au revoir à Sophie, qui est toute seule au comptoir. Et un peu plus loin, il y a Polo qui l'observe. Donc, en fait, il y a tout un quiproquo où Michel, il lui dit juste au revoir. Et en fait, son mari Polo, pense il fulmine. Voilà. Ouais. En fait, Sophie, elle lui dit qu'elle a envie de récupérer son mari. Et Michel, il lui dit, bon, bah, je vais t'aider. Et en fait, l'astuce qu'il trouve, c'est ils prennent un taxi tous les deux et ils lui font croire que voilà, ils vont coucher ensemble. Et en fait, il y a toute une scène d'explication que je vais passer. Ouais. Mais en fait, Polo, il va devant la tente de Patrick, du coup, où il pense que Michel est en train de coucher avec Sophie. Ouais. Et il fait tout un speech pour dire... je t'aime, tout ça. Voilà. C'est pas tout à fait la fin de l'arc Polo et Sophie. Ouais. Mais en gros, elle a eu ce qu'elle voulait avoir. Elle a le grand speech. Le gros effet. Et elle le traite de connard parce qu'en fait, elle vient le voir et elle lui dit, mais évidemment que je vais pas coucher avec Michel. Oui, il se fait traiter de connard dans tous les cas, le pauvre. Et voilà, et Polo se met à pleurer. Grande explication. C'est le lendemain matin. Jackie est super jovial, puisque l'affaire de l'emplacement est réglée. Ouais. Il va frapper à la caravane des Hollandais pour procéder à l'interversion des emplacements. Ouais. Le Hollandais ouvre. Il a une gueule de bois de l'enfer. Ouais. Et il se souvient de rien. Bah voilà. Qu'est-ce que je disais ? Comment ça, l'emplacement ? J'ai jamais... Il referme la porte sur Jackie. Il retourne se coucher. Jackie est plus furieux que jamais. Oh on ne sait pas ce qu'il va faire. Cut. On passe à la séquence suivante. Sur la plage, Polo et Sophie s'expliquent. Polo raconte tout sur l'histoire de Bunny et tout. Donc c'était la fête, tout ça. Ça faisait longtemps. Et il était... voilà, il raconte tout dans le détail. Voilà. Et voilà, il s'excuse. Ok. Un peu plus loin, Polo, il joue au ping-pong avec Patrick, donc c'est sûrement un peu après qu'il s'est remis assez vite de cette histoire. Ouais. Et il voit débarquer le 37, qui est sur le départ. Et il quitte les flots bleus, parce que sa copine, depuis qu'elle est devenue Miss Super Camping, elle a pris la grosse tête. Elle est avec un nouveau gars déjà. Elle est sur le journal avec le nouveau gars, son nouveau gars. C'est le chef des tout nus, c'est François Levental. Ah, je la comprends. Voilà, donc ça inspire à Patrick une déclaration... dont il a le secret. Il dit « Chassez le naturiste ». Il revient au bungalow. Donc voilà. T'as pas rigolé, David ? Ah, trop connu. Trop écrit, peut-être. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça marche. Pour autant, c'est une réplique qui a gagné le Energy Award 2006 de la meilleure réplique de l'année. devant OSS 117, notamment devant
c'est quand même bien mieux une voiture propre. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Donc ça, c'est passé devant ça. Ouais, c'est passé devant ça. Mais Energy Awards, enfin, Voilà. mais qui s'occupe de ça? Franchement, comment c'est possible? Je sais pas qui votait, mais voilà. Et le film a aussi obtenu l'award du meilleur film qui fait rire. Devant OSS 117 aussi, Les Bronzés 3 et Palais Royal. Voilà, petite info. Autre petite info. C'était la même année que Les Bronzés 3. Ouais. Et donc il y avait beaucoup de chirurgiens esthétiques cette année-là dans la comédie française. Il y avait de vacances. Il y avait une thématique. Donc c'est une réplique qui a été écrite par Gérard Lanvin pour la petite anecdote. C'est le genre de réplique qu'il aime bien écrire dans les films, qu'il aime bien placer. Même si c'est pas lui qui l'a dit dans le film. Chasser le naturiste, il revient au bungalow. Michel est chez Mendes pour récupérer sa voiture, mais Mendes est prostré dans sa chambre, il est complètement amorphe. La voiture est toujours pas réparée. Michel comprend pas, il dit hier il pétait le feu. Sa femme répond que hier il était sous morphine, donc qu'il sentait pas la douleur. Voilà. Il était dopé, mais aujourd'hui, voilà, tout se mélange un peu dans sa tête. Il est plus du tout en état de travailler. Donc c'est le running gag. La voiture est toujours pas prête. Bah ouais, on s'en doutait. Donc voilà, Michel reste au camping des Flots Bleus. Là, on a un petit montage elliptique où on voit plusieurs jours passer et les activités qui suivent leur cours au cours du mois d'août. Et on retrouve, plusieurs jours plus tard, Michel devant la tente de Patrick, en train de gonfler un matelas de piscine. Ah ouais, il est complètement... il est intégré là. Il y a un mec qui le salue, qui dit « Bonjour, monsieur Michel ». Il lui répond avec enthousiasme, il dit même « Bon appétit », ce qui ressemble pas du tout à Michel. Philosophie bouddhiste, quoi. Ouais. Il accepte tout à coup son truc, il arrête de résister. Et sa fille Vanessa s'inquiète, elle lui demande s'il va bien, elle est choquée. Ah oui, donc c'est quand même neuf, d'accord. Ouais. Sur ce, Patrick arrive en panique et lui dit « C'est la merde. Il n'y a plus de Benko, nulle part. » Chez Carrefour, plus de Benko. À la supérette, plus de Benko. Et Michel, il a l'air vraiment emmerdé. Il soupire et dit « Bon bah, te caille pas le lait, mon Patrick. Je boirai du Nesquik. » Donc on apprend qu'il est aussi passé au Benko. Alors qu'il était au café. Mais quel est le secret en fait de cette modification complète? Bah c'est l'ambiance des Flots Bleus. Ça y est, ça l'a contaminé, quoi. C'est irrésistible en fait. C'est ça. À ce moment-là, Michel est demandé à la réception sur les mégaphones du camping. Et quelqu'un, effectivement, l'attend à l'entrée du camping. C'est Mendes, le gars du garage Mendes, qui attend Michel à l'entrée du camping. Avec sa voiture. Avec sa voiture totalement réparée. Mais il va pas partir. Je sais pas. Mais il va pas partir, il va rester au Flots jusqu'à la fin de ses vacances. Il ira jamais en Espagne. Je précise que Mendes, il est venu avec une autre personne. À votre avis, avec qui est venu Mendes? C'est un caméo totalement gratuit. C'est pour ça que tu t'en souviens pas. La femme de Michel. J'allais dire Kimi Raikkonen, mais non. Il est venu avec Harry Vatanen, le pilote de rallye. Voilà. Donc il lui présente, Michel lui serre la main, Vatanen lui dit quelques mots en finnois. Et voilà, donc fin du caméo de Harry Vatanen, il était là juste pour ça. D'accord, ok. La directrice interrompt la conversation, il y a Patrick qui est là aussi, elle appelle Patrick, il a reçu du courrier. Oh. Lui qui attend un courrier de sa femme depuis si longtemps, il a... Carte postale de Clermont-Ferrand. C'est effectivement, on a un cut sur l'enveloppe, c'est effectivement une lettre de Sylvie Chirac à Clément, elle s'appelle Sylvie Chirac. Il n'y a pas tant de blagues sur Chirac en fait, si? Non, c'est pas très politique comme... pas tant. Ouais. Patrick est fou de joie, il ouvre l'enveloppe, il commence à lire, et là, son visage se décompose. Cut. Patrick revient à sa tente, il est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Bon. Il est toujours en slip? Oui. D'accord. Oui, toujours. Bah oui, j'essaie de... Il pleure en slip et de manière un petit peu enfantine en plus, donc c'est pas... c'est tragique, mais... C'est un peu rigolo, quoi. Oui. Vanessa est là, elle lui demande ce qui se passe. Il montre la lettre et il dit « Il se passe que je suis un nul qui met des maillots de bain grotesques. » Donc visiblement, c'est écrit dans la lettre. Et il pleure et on comprend pas tout ce qu'il dit, mais en gros, sa femme lui dit ses 4 vérités. Et lui, il a retenu de la lettre que il est inutile, il sert à rien. Donc Vanessa essaie de le consoler, mais visiblement, il a un gros chagrin. Donc Patrick va s'isoler dans sa tente. Et un peu comme un enfant, quoi, il est colère. Enfin, il est tristoun. Au même moment, Michel débarque devant la tente avec sa voiture de James Bond. Il descend de la voiture et il dit à Vanessa qu'il faut faire les bagages. Ils s'en vont. Il a pris quand même cette décision là. En fait, il vient de switcher là. Vanessa, elle proteste, elle dit je devais faire du surf à Osgore avec les potes. Michel, il veut rien savoir. Ils partent à Marbella, un point c'est tout. Il commence à se changer dans le coin chambre d'amis. Et il insiste, il dit j'en peux plus de ce village de Cro-Magnon, des couillettes, des barbecues de vitesse, des shoguns, etc. Il est à bout.
La rupture sociale. Et Patrick qui entend Patrick, il est à côté. En plus. Il entend tout. Il va sortir sur les barres. Il va lui dire ses 4 vérités. Michel, peut-être. Michel enfonce le clou. Il dit « J'ai pas envie de ressembler à l'autre imbécile heureux avec sa tête de taureau. » La tête de taureau est là dans la tente. Il est horrible. D'accord. Il dit d'ailleurs la tête, on la laisse là. On la emporte pas dans la voiture. Oh là là. Pendant qu'il vidait son sac, Vanessa s'est barrée en douce. Michel se rend compte qu'elle est plus là. Il se rend pas compte que Patrick était là aussi. Cut, Michel est sur la plage, il cherche sa fille. Il voit qu'il y a Jackie et Polo en train de pêcher. Il leur demande s'ils ont vu Vanessa. Ils répondent pas. Et là, Patrick le rejoint sur la plage et il y a la scène de grosse explication. Voilà. Il lui dit « Qu'est-ce que tu aurais fait sans nous ? Le Cro-Magnon, il t'a ouvert sa hutte. » Et pareil, il fait un long speech d'explication, mais il a un côté un petit peu enfantin, donc c'est pas complètement la scène d'explication un peu lourde, c'est un peu marrant aussi. D'accord. Donc il finit par le traiter de minable et il se barre et il va s'asseoir un peu plus loin dans le sable et puis il se relève aussitôt parce que ça gratte, ça en met sur son... ouais, c'est pas grave. Cut, on est toujours sur la plage, mais pas au même endroit. On est avec les Hollandais qui sont dans un lieu assez pittoresque que leur a conseillé Jackie. C'est plein de petits bancs de sable qui font des petites bosses. Le Hollandais dit qu'ils sont surnommés les oreillers du bon Dieu. Et ils admirent le paysage en disant que Jackie est un génie de l'avoir proposé. Réconciliation. Jackie con. Réconciliation. Mais est-ce que c'est pas... un piège? Pendant ce temps, Michel est sur la route. Il est dans sa voiture de James Bond. Il est tout seul. Il est en train de rejoindre un bus qui est garé sur une aire. Et en fait, dans le bus, il y a Vanessa. Il remonte dans le bus et il la récupère. Il y a une explication entre eux. Elle dit que c'était ses plus belles vacances. Elle lui reproche d'être égoïste, de s'intéresser à personne. Elle finit par le traiter de con. Il lui fout une baffe. Les gens sont choqués. C'est l'an 20. Les gens sont choqués dans le bus. Michel, il se retourne un peu penaud. Il dit on traite pas son père de con quand même. Voilà, Michel repart avec Vanessa qui fait la gueule dans la voiture de James Bond. On a un plan large sur la voiture. Et en fait, il fait un demi-tour. Il a compris quelque chose de la petite explication avec sa fille. Pendant ce temps-là, les Hollandais sont toujours sur le banc de sable, mais il y a un problème, ils sont cernés par la mer tout autour. La marée est en train de monter, et ils vont être emprisonnés par l'eau. Il y a une musique angoissante type psychose derrière, c'est la panique. Mais bon, c'est une comédie, ça va pas durer très longtemps. Il y a un hors-bord qui arrive pour les récupérer. Et dans le hors-bord, il y a Jackie qui sauve les Hollandais de ce fameux danger. D'accord. On est de retour devant la caravane de Jackie. Jackie offre le pastis aux Hollandais pour qu'ils se remettent de leurs émotions. Le Hollandais remercie Jackie 1000 fois pour les avoir sauvés. Il lui dit que pour le remercier, il peut lui demander ce qu'il veut. Et on sait ce qu'il veut. Cut, on sait ce qu'il veut. Jackie est en train, il y a une ellipse. Jackie déplace sa caravane à l'emplacement 17, c'était ça qu'il voulait. Et Laurette dit « J'ai l'impression que les vacances vont enfin pouvoir commencer. » Voilà, switch d'emplacement. Qui est un peu le pitch, la réplique qui annonce la fin, quoi. Feu d'artifice final. Ça va être exactement le feu d'artifice final. On a une petite ellipse et Laurette est en train d'étendre le linge. Jackie est tranquille sur sa chaise longue à l'emplacement 17. Et Laurette, elle lui dit qu'elle trouve bizarre que les Hollandais soient allés aux sables de Taratao qui sont interdits d'accès. Et là, Jackie se marre et répond que non, c'est interdit qu'en novembre. Mais bon, on a compris l'histoire. Un gros bâtard. La conversation est interrompue par un plan à la Spielberg, j'ose le dire. Carrément. C'est un gros plan sur un verre de pastis. Et là, on voit une goutte d'eau qui tombe dedans. Il pleut. Qui va annoncer un véritable déluge. On a un éclair derrière Jackie d'un seul coup. C'est le début de l'orage que Patrick avait prévu, rappelons-le. Donc c'est vraiment un très très gros orage, c'est le déluge, les parasols s'envolent, les tentes sont pas loin de s'envoler aussi, les haut-parleurs du camping sont carrément court-circuités, on voit des tongs emportés dans les rigoles, c'est très beau, très poétique. Le barbecue de Polo est renversé avec toutes les broches, il essaie de les ramasser, mais l'orage tombe sur une des broches et les électrocute. Éclair encore. Ouais. Wow. Et là il y a un moment où il perd connaissance et Sophie a peur pour lui. Et donc, elle hurle Polo, Polo. Et en fait, finalement, il va bien. Il a la tête un peu carbonisée. Mais en fait, c'est une intervention divine qui vient résoudre tout ça. Et voilà, Sophie est soulagée. Elle lui roule une énorme pelle sous l'orage. Donc, c'est pareil. On ferme l'arc narratif de la fougue revient. De Sophie qui veut des grosses pelles. Pendant ce temps, la femme du Hollandais a des contractions. Puisqu'elle était enceinte, rappelons-le. Le Hollandais demande à Jackie et Laurette de les aider. Tout le monde accourt à son chevet. Donc Polo, Sophie, Patrick, la directrice.
Elle est vraiment sur le point d'accoucher au flot bleu. On l'a pas vu venir, ça. Il faut trouver. L'enfant peut avoir la nationalité des flots bleus, du coup. Oui, oui, c'est vrai. Il faut trouver un médecin de toute urgence. Mais la directrice dit que les pompiers et les ambulanciers sont débordés. Mais il y a un chirurgien esthétique. Ouais, il y a peut-être. Mais oui. Elle va retourner à l'accueil pour voir ce qu'elle peut faire pendant que les autres restent au chevet de la Hollandaise. On ne connaît pas son nom d'ailleurs, la Hollandaise. Et un peu plus tard, la directrice débarque avec Michel et Vanessa, évidemment. Sur le chemin de la caravane, Michel croise Patrick. Il lui met la main sur l'épaule et lui dit « Toi, Patrick, tu vas me chercher une serviette, un couteau et un réchaud. » Et Patrick, il fait un sourire. Il se sent utile. Il se sent utile. Voilà, c'est ça ce que voulait ce personnage. Son trouble fondamental, dans le monde. Il se sent inutile. C'est un personnage à la Beckett qui cherche sa place dans le monde comme ça, qui erre. Donc petite réconciliation aussi avec Michel. On a une ellipse encore une fois. La pluie est toujours battante. Michel sort de la caravane. Il annonce « C'est un garçon. Il s'appelle Jackie. » Tout le monde applaudit sous la pluie. Et là, on entend un gros crac. L'orage est tombé sur l'arbre de Jackie et Laurette. Et l'arbre s'effondre sur leur caravane. Ça calme un peu tout le monde. Belle ironie. Et Jackie commente « C'est vraiment une année spéciale. Mais voilà, bien mal acquis ne profite jamais. » Intervention divine. Ouais. Voilà, il y a un truc en fait là-dedans. On se retrouve devant le camping avec tout le monde. Il n'y a plus d'orage. C'est la fin. Michel est sur le point de partir. Tout le monde est là pour lui dire au revoir. Michel les remercie tous. Il leur dit qu'il a enfin compris que quand deux tentes ne se touchent pas, ça fait une allée. Et une belle allée. Il précise. Donc tout le monde lui souhaite de bonnes vacances à Marbella. Michel va voir Patrick en particulier et lui dit que sa femme va revenir parce que comme c'est un super mec, il va forcément lui manquer. Et il lui dit aussi que son frère connaît un gars dans la région de Dijon qui a peut-être du travail à lui proposer. Il dit bon c'est pour vendre des agendas, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours un travail. Donc Patrick le remercie pour le taf. Il lui dit juste j'espère que ça commence pas en septembre parce que je dois passer voir ma sœur à Uzès. C'est encore l'été indien là-bas. Donc on sent que voilà, peut-être que c'est pas un foudre de guerre quoi. Il va peut-être pas retravailler tout de suite. Bref, Michel lui fait une dernière accolade, puis il entre dans sa voiture de James Bond. Il part avec. On voit sa main qui fait un salut à tout le monde. Et puis on a un contre-champ avec un petit travelling sur toute la bande du 17 qui regarde Michel partir à l'horizon. Et le travelling se termine sur les yeux bleus de Patrick Chirac qui fronce les sourcils avec un air mélancolique. Cut. Le générique de fin défile sur un fond bleu aquatique. C'est la fin de Camping. D'accord. Magnifique. Voilà. Maintenant, tu sais ce que c'est. Rien du tout, quoi. Bah, c'est ça, c'est les adieux. Tu les vois qui se préparent tous à aller au flot bleu, mais t'as pas du tout d'épilogue. Tu sais pas ce qui se passera après hors des flots bleus. Et il y a ce truc satisfaisant, contrairement au bronzé qui est plus, méchant et sec, c'est que les vacances ne se finissent pas, du coup. D'ailleurs, le film ne ferme pas les vacances. On reste au flot bleu. On reste. Tu sors du cinéma, les vacances, c'est pas fini. Oui, on ne sait pas combien de jours il va rester pendant les vacances. Les personnages n'ont pas affronté la mélancolie du départ. Quoi. Et du coup, les spectateurs non plus. Par contre, il n'y aura plus Michel, donc peut-être qu'ils vont lui manquer. Combien de millions d'entrées ? Ça a fait 5 491 000 entrées. C'est un gros truc, quoi, quand même. Ouais. Je pense que c'est le plus gros succès de Franck Dubosc. Oui, sachant que c'est l'année des Bronzés 3 qui fait 10 millions. 10 millions, ouais. Est-ce que ça t'a donné un peu envie de voir ça ? Écoute, tu vas être franc, moyen. Au-delà de François Levental à poil. En fait, tu vois, il y a 2-3 trucs qui m'étonnent. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un plan comme le truc de la Terre, là, et qu'il y ait un final avec les éclairs. Non, mais c'est vrai, le final, il y a un côté grand spectacle dans ce que tu m'as décrit, en tout cas. Quoi, il y a de l'action, quoi. Il y a de la flotte, il y a les éclairs, il y a un arbre qui s'effondre. Tu pourrais être la première personne au monde qui regarde Camping pour les effets spéciaux. Non, c'est pas forcément pour ça, mais si tu veux, ça donne une ampleur quand même, tu vois, au récit que t'attends pas forcément dans cette typologie de film, quoi. Tu vois. Mais tu risques quand même d'être déçu. C'est quand même beaucoup une comédie de dialogue. Et en fait, c'est même pas de dialogue, en fait, c'est des personnalités que tu achètes ou que tu n'achètes pas. Mais en fait, il y a aussi... Et Dubosc, c'est vrai que moi, Dubosc me faisait rire encore une fois chez Semoun à l'époque. J'ai beaucoup plus de mal en fait à rigoler devant le gars, et j'ai l'impression que si tu as du mal à rigoler devant le gars,
la finesse des dialogues et leur pertinence, la mécanique en fait humoristique n'est pas assez costaud pour pallier à ça. J'ai l'impression, les gars. C'est moi le Michel de l'histoire. En fait, ça reste un personnage, c'est pas vraiment du one-man show comme il fait sur scène. Oui. C'est quand même, il a construit un personnage et lui, il raconte que, il s'identifie pas du tout à Patrick Chirac. Enfin, c'est pas le gars en slip et tout. Ouais. Et donc, il a quand même composé quelque chose. Et il a composé un personnage qui est du niveau de ce qu'il y avait dans les petites annonces ou quand il fait des... Oui, et qui est, pour le resituer dans la comédie, qui est le côté un peu candide. Enfin, on s'y attache, un peu comme dans Le Dîner de con avec Jacques Villeray. Il y a un truc... énervant, mais éminemment sympathique dans sa pureté. Oui, voilà. Et le fait de l'opposer à quelqu'un... Après, pureté relative, là, parce que c'est quand même un mec qui arrête pas de coucher à gauche, à droite, qui a trompé sa femme, qui est quand même pas terrible, quoi. C'est pas tant sa pureté, c'est plus sa candeur, quoi, son côté un peu con. Ouais. Et côté enfant, même, presque. Mais c'est c'est tous des beaux personnages, je trouve. Mais c'est aussi quand même beaucoup un film de dialogue, et c'est des trucs que j'ai pas pu vous raconter, mais il y a quand même pas mal de petites scènes que je raconte pas parce que c'est vraiment purement de l'ambiance et du dialogue. Et où il y a quand même des répliques qui sonnent bien et des moments marrants juste par le dialogue. J'ai envie de le voir par rapport à l'exercice auquel je me suis prêté avec vous là, en fait, si tu veux. Maintenant que tu me l'as raconté, je suis très content que vous ayez choisi d'ailleurs Camping parce que c'est pas forcément un film vers lequel je serais allé, tu vois, donc qu'il me soit complètement divulgaché aujourd'hui, je m'en fiche un peu. Mais par contre, par rapport à ce que j'ai imaginé en fait de ce que tu m'as raconté, de ce que je vais voir, c'est ça en fait qui m'intrigue plus. Ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est que comme vous quand tu lis un bouquin, une deuxième émission, oui, c'est ça, débrief, une annexe, le débrief. Tu revois le truc et qu'est-ce que tu attendais, qu'est-ce que tu attendais pas, un épilogue quoi, ce serait marrant quoi. Ouais. On fera ça peut-être l'an prochain, un petit. Que sont-ils devenus? En tout cas, merci beaucoup à toi. Mais merci Julien, à vous, je suis très content d'avoir été invité. Je sais pas trop pourquoi vous m'avez invité, mais je suis très très content. C'est très gentil. En tout cas, voilà, c'était super. Merci d'avoir accepté de découvrir Camping en notre compagnie. On vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode de Calmos le podcast. Vous pouvez nous soutenir sur la page Tipeee qui est toujours ouverte, donc sur tipeee.com/Calmos. On remercie Axel à la technique. On revient dans 2 semaines pour vous raconter un nouveau film et on vous dit à très bientôt.